Bonjour à tous, alors bienvenue dans un nouvel épisode de On refait le débat, et aujourd'hui on s'attaque au débat Éric Zemmour contre Michel Onfray. Alors, normalement j'avais un autre débat de prévu, mais bon franchement on peut pas passer à côté de celui-ci. Surtout que les stats de ma dernière vidéo parlent d'elles-mêmes, et il semble que ce type de vidéo vous plaise énormément. Malgré tout, j'ai trouvé ça dommage parce que, compte tenu du nombre de vues, je n'ai pas engrangé énormément d'abonnés. Environ 90% de ceux qui regardaient la vidéo n'étaient pas abonnés, et c'est dommage, parce que vous n'avez absolument rien à perdre à le faire, c'est-à-dire à cliquer sur le bouton rouge et à activer la cloche. Vous avez même peut-être beaucoup à y gagner. Et vous pouvez faire un heureux, c'est-à-dire moi, un jeune youtubeur qui pour l'instant n'engrange pas énormément d'abonnés. Donc j'espère que vous prendrez le temps de faire ce geste, et je vous souhaite un excellent visionnage. Bonsoir à tous, une heure de débat entre Michel Onfray et Éric Zemmour, le philosophe et l'éditorialiste. Et au sommaire ce soir, la décadence de la France, réalité ou fantasme. Une civilisation peut-elle encore disparaître aujourd'hui? Cette décadence passe-t-elle aussi par la culture? Comment lutter contre le déclin culturel de la France? Comment préserver la démocratie de la décadence? La démocratie peut-elle résister à la dictature de la majorité et entendre les revendications des minorités? Et puis un dernier chapitre, à l'approche des fêtes de Pâques, on parlera du pape François. Il a remis l'Église sur le devant de la scène médiatique, mais pas que. Doit-il se cantonner à un rôle spirituel? C'est parti pour le face-à-face. Bonsoir messieurs, bonsoir. Michel Onfray, bonsoir Michel Éric Zemmour. Michel Onfray, nous sommes toujours ravis de vous retrouver. On a eu plusieurs, pendant plusieurs semaines, on a eu des ministres, Éric Zemmour, et on est ravis de vous recevoir en tant que philosophe. Vous avez créé la revue Front Populaire. Voici le dernier numéro, le numéro 4, intitulé Immigration, éviter le naufrage, un numéro qui aborde un chapitre sur les mineurs isolés, la créolisation du monde, la fuite des cerveaux, le décolonialisme. Et puis vous êtes aussi l'auteur de 120 ouvrages, on va dire, traduits dans une trentaine de pays dans le monde. J'aime le signaler parce qu'on sait que vous êtes un écrivain acharné. Le dernier en date, le voici, La Nef des Fous, chez Bouquin, La Nef des Fous, des nouvelles du bas empire. Vous analysez sous forme d'éphéméride chaque jour de cette année 2020 les surprises, les contresens, les délires de cette année, une année que personne n'oubliera. Alors on va commencer, messieurs, notre débat par le chapitre sur la décadence. De nombreux commentateurs, Michel Onfray, ont collé cette étiquette aux institutions françaises qui n'ont pas toujours su répondre de façon efficace à la crise sanitaire. La France est-elle vraiment en déclin? Le concept de décadence n'est-il pas un fantasme conservateur destiné à freiner, on va dire, la marche du temps et à repousser la modernité? Réalité ou fantasme? Bon, c'est une réalité, et ensuite je comprends que pour certains ça puisse être un fantasme parce que ça procède de leur logiciel qui est un vieux logiciel marxiste, gauchiste culturel, dirait Jean-Pierre Le Goff, parce qu'un certain nombre de gens, y compris de droite, pensent avec le logiciel gauchiste, et on a un certain Marx qui nous dit le capitalisme naît à telle époque, donc s'il naît c'est qu'il peut mourir, et donc il peut disparaître, et avec moi il disparaîtra, etc. Et donc on se dit, il y a un sens de l'histoire, et ce sens de l'histoire il est linéaire, et on s'en va vers... Il n'est pas seulement linéaire, c'est-à-dire il est dans le progrès, c'est Condorcet qui nous disait ça, vous avez une abscisse et une ordonnée, et sur la durée, sur l'intensité, vous avez une civilisation, et ça va vers le meilleur tout le temps. C'est le logiciel des progressistes. Évidemment, le logiciel des progressistes est un logiciel idéologique. Si le réel leur donne tort, c'est le réel qui a tort, et leur logiciel a toujours raison. Alors ces gens-là ne veulent pas entendre parler de décadence, parce que décadence, ça veut dire que leur logiciel n'est pas bon, qu'il faut le mettre à la poubelle. Or, si on élargit un peu, parce que ça c'est vraiment une petite vision des choses qui est européano-centrée. C'est vraiment Condorcet, c'est un peu Bossuet sur l'histoire de France. J'interromps 30 secondes là. Pour l'instant, Michel fait un sans faute au niveau du discours de droite. Là, objectivement, je n'entends pas un gauchiste libertaire. La laïcisation du christianisme. Oh, du christianisme. Absolument. C'est le discours sur l'histoire de Bossuet, sur l'histoire universelle, et revu et corrigé par la laïcité
girondine. Oui, c'est vrai. Pour Condorcet, c'est vrai. Oui. Et donc ce schéma-là, il n'en bouge pas, c'est celui-ci. Tout ça est formidable, mais c'est vraiment très très étroit. C'est-à-dire que si vous pensez la civilisation, et cette civilisation dans les civilisations, et que vous pensez depuis Stone Age, même pas Stone Age, depuis Lascaux, je dirais, depuis Lascaux jusqu'à aujourd'hui, vous voyez bien que les civilisations naissent, croissent, il y a un moment d'acmé, de puissance, puis disparaissent et s'en vont. Et ça n'est pas être un décadentiste, ça n'est pas être un type de droite conservateur que de dire qu'en Égypte, plus personne ne croit à Horus, qu'en Grèce, plus personne ne croit à Zeus, et qu'à Rome, plus personne ne croit à Vénus ou à Junon, par exemple. Ouais, bon là, je comprends ce qu'il veut dire, mais bon, est-ce que parce que ça s'est toujours passé comme ça va se repasser comme ça dans le futur? Déjà, ça me paraît être un peu fallacieux comme type de raisonnement. Et puis dire que parce que les mecs croient plus en Horus ou en d'autres dieux, alors il y a eu fin de civilisation, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi une civilisation meurt à partir du moment où il n'y a plus de dieux, ou en tout cas il y a des dieux différents, ça me paraît étrange. D'autant que, bon, en Égypte, je rappelle, il y a eu un moment où Akhenaton, père de Toutankhamon, avait pris le pouvoir et avait instauré un culte monothéiste. Et finalement, le culte polythéiste est revenu sous Toutankhamon. Donc bon, c'est bien qu'on peut avoir des transitions de dieux sans avoir effondrement d'une civilisation ou même changement de cette civilisation. Par exemple, donc les civilisations disparaissent et la nôtre obéit aux mêmes lois que ces civilisations passées. Et de fait, je pense que le judéo-christianisme est en train de vivre ces derniers moments et que, pour certains pour lesquels c'est un petit peu complexe d'avoir une philosophie de l'histoire, ça devient plus précis quand on voit avec le Covid comment tout s'effondre, morceau par morceau, pierre par pierre, et là, d'un seul coup, ce discours qui devenait un peu théorique pour les gens, il devient éminemment pratique pour tout le monde. Éric Zemmour, réalité ou fantasme? Alors, essayons de reprendre effectivement, d'après ce que dit Michel, et d'après votre question. Votre question, c'est est-ce que les ratages, l'échec, on peut dire, global de la France vis-à-vis de l'épidémie est-il la preuve du déclin français? Je pense que oui, et je pense que même plus, je pense que c'est cette épidémie et c'est cette inefficience française qui ont fait prendre conscience à beaucoup de Français que le discours, on est d'accord, que le discours sur le déclin et la décadence n'était pas purement intellectuel. Moi j'ai vu, on a écrit, Michel et moi, des livres sur ce sujet, et à chaque fois on nous disait oui mais c'est intellectuel, oui mais c'est des trucs d'intellectuel, c'est pas dans le concret, c'est pas les gens ils voient pas ça, etc. Eh bien je pense que pour la première fois les gens ont vu ça. Ça c'est une première chose. Deuxièmement, là où... Oui, sauf que Zemmour, les gens, ils ont aussi vu la faillite de l'État central et de l'administration française. Et pourtant, tu es étatiste. Donc, en fait, t'es content que les gens voient ce que tu veux voir toi, mais quand il y a d'autres choses que tu veux pas te voir, tu les mets sous le tapis en mode « Ah non, ça n'existe pas ». Alors qu'on sait très bien que ça existe. Où Michel Onfray met le sujet, c'est-à-dire la mort du progressisme. On est d'accord sur le diagnostic, évidemment. On a appris, vous et moi, qu'est-ce que c'est que le progressisme? C'est un christianisme laïcisé, puis marxisé. Vous avez tout à fait raison. Bref, ça, on est d'accord. Mais il me semble, moi... Non, pourquoi marxisé? Il y a des sociodémocrates ou des libéraux qui se revendiquent progressistes. Hein. Que cette histoire-là, elle n'est pas morte aujourd'hui, elle est morte en 14. Si vous voulez, moi, j'ai compris ça... 14, qu'est-ce que c'est? C'est le progrès technique permet de massacrer en masse. Et donc, contrairement à votre ami girondin Condorcet, le progrès n'apporte pas le bonheur aux hommes. Au contraire, il les massacre encore plus qu'avant. C'est fallacieux comme argument, Zemmour. C'est pas parce qu'il y a un truc qui fait du mal que tout ce qui est associé au progrès technologique est forcément mauvais et va faire du mal. C'est absurde. Oui, le progrès technologique peut créer la bombe nucléaire. Le progrès technologique peut aussi guérir du cancer. Voilà. C'est à nous de savoir le maîtriser et le contrôler et s'en servir à bon escient. Mais donc c'est un problème d'homme plus qu'un problème de progrès. Vous voyez, l'héroïsme est terminé, la guerre devient une boucherie. Ouais. Je pense que là, le concept de progrès... Et je pense d'ailleurs... Thèse de Junger. Exactement.
Exactement, Junger, Spengler, tout ça. Bon. Et d'ailleurs, je pense que, moi j'en fais je vais vous dire de façon un peu ironique, j'en fais un révélateur. C'est-à-dire que je pense que les progressistes d'aujourd'hui sont complètement décalés par rapport à l'histoire et à la réalité. Je vois par exemple les progressistes macroniens, qui n'étaient d'ailleurs que des progressistes strauss-kahniens et qui étaient eux-mêmes des progressistes hollandais, exactement. Donc Sarkozy. Voilà, donc exactement. Donc, voilà. donc mitterrandiste. Et donc, en fait, ils ne comprennent rien à leur propre époque. Ça, on est là aussi d'accord. Bon, très bien. Maintenant, là où je vais peut-être pas être d'accord, c'est... Ils ne comprennent rien à leur propre époque, on est d'accord. Voilà, c'est terminé, il y a rien d'autre. Bon, c'est bien, ils savent faire de la télépathie, visiblement, ils savent se parler entre eux, mais moi j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce qu'ils comprennent rien, tu vois, à leur propre époque. Faut m'expliquer, parce que c'est bien que vous compreniez tous les deux, mais là, en tant que spectateur, j'ai rien compris, moi. Quand vous dites c'est la fin du judéo-christianisme, je ne suis pas sûr que ça soit ça, là, dont c'est la fin. Je pense qu'effectivement, il y a un déclin de l'Europe, il y a un déclin même de l'Occident. On va essayer d'approfondir pourquoi, parce que je pense que l'Amérique est prise dans cette vague. Il y a un déclin, une décadence proprement française. Est-ce que c'est le judéo-christianisme? Le judéo-christianisme, dans ce cas-là, il est en déclin depuis la Révolution française, depuis la déchristianisation de la France. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça qui est en déclin. C'est ça que je veux dire. La différence, je pense que c'est notre civilisation occidentale, européenne et proprement française qui vivent effectivement un grand moment de décadence parce que l'Asie est en train de prendre sa revanche. Moi, je suis tout à fait sur une ligne huntingtonienne. Il y a des guerres de civilisation et il y a des revanches, des civilisations qu'on a écrasées, qu'on a dominées et qui prennent leur revanche. Oui. Alors ? Non, mais moi je pense que le va en dehors de l'Europe. C'est-à-dire ce qui marche pour nous marche aussi pour les États-Unis, marche pour la Nouvelle-Zélande, marche pour l'Australie. Et tout ce vieux monde judéo-chrétien obéit. Ça s'appelle l'Occident, Michel. À cette même décadence. Alors on me dit, oui, il y a un christianisme, par exemple en Afrique, c'est ce que j'allais vous dire. Amérique du Sud. Et même en Chine, Michel. Mais quel christianisme? Mais même en Chine. Vous savez, il progresse beaucoup en Chine. Oui, sauf que ce christianisme-là, finalement, Vatican II, pour lui, Vatican II, c'est encore très traditionnaliste et ça sent encore trop l'encens et trop la fumée. Parce que finalement, tout ce qui fait la spiritualité, tout ce qui fait la théologie du christianisme, la question de la grâce, de la transsubstantiation, de la présence du corps réel du Christ, etc. En fait, tous ces débats théologiques, tout ce qui faisait le décorum romain, je dirais, le christianisme romain, a disparu au profit d'une espèce d'écuménisme dans lequel on trouve aussi bien Rohani que les Inuits qui pêchent le phoque, que enfin, tout ce monde-là étant dans un même sacré, avec pour pape quelqu'un qui nous dit tout ça est formidable d'une certaine manière. Il aurait lu Montaigne et Lévi-Strauss, ce pape François, il nous dirait on parlera de lui tout à l'heure. Vous avez finalement le même Dieu, entendons-nous sur, etc. Alors si ce christianisme-là, c'est encore du christianisme, je veux bien, mais pour moi le christianisme que Vatican II a tué, il ne renaîtra pas. Et il n'existe plus nulle part ailleurs, sauf dans quelques endroits où vous avez encore des prêtres traditionnalistes. Alors vous avez sauté, moi je sais oui, plus. On parlera du pape François. J'ai un peu du mal à comprendre cet attachement du christianisme à Michel Onfray, lui qui fustigeait tant les religions. Alors peut-être qu'il a conscience que sa civilisation se base sur le christianisme, mais même à supposer ça, là il m'a l'air d'être tombé en amour avec ce christianisme. C'est assez étrange. Alors, on parlera du pape François tout à l'heure, ça perdu. m'intéresse. Soit on répond, moi je veux bien répondre sur le pape François et sur le christianisme, mais... Non, tout à l'heure, on parlera du pape François tout à l'heure, je veux bien. Moi je veux bien. En revanche, deux questions à Éric Zemmour. Peut-être réagir à ce qu'il disait, à ce que disait Michel Onfray sur le fait effectivement que... il insiste sur le fait que ça soit effectivement le déclin d'un certain christianisme. Ouais, et la deuxième question que je vous lance, quelles sont les autres périodes de l'histoire où la France a décliné? Alors, moi après le 17e. Alors, alors sur le christianisme, oui, je pense que vous exagérez. Je pense que effectivement, le christianisme est en train de mourir en Europe, et je suis d'accord avec votre diagnostic. C'est Vatican II. Il y a eu un très bon livre d'ailleurs qui est sorti il y a 6 mois de ça, qui le démontre, même dans les chutes de présence à la messe, etc. Mais pendant longtemps, ça a été nié par les prêtres progressistes, etc. Bon, ça, là, on est d'accord. En revanche, Et alors, c'est terrible ça, Zemmour? Les gens vont plus à la messe, c'est horrible. Je sais pas, c'est un peu comme si tu me disais « Oh, les gens ne croient plus en la Bible, c'est vraiment une horreur. » Bon,
faut pas comparer la Bible à la messe, mais ce que je veux dire, c'est que les gens se libèrent de la religion. Ah, mon Dieu, c'est horrible, ils se libèrent de la religion. Ouais, peut-être qu'ils font d'autres choses de leur journée, tu vois. Alors la religion, ça veut dire que c'est mal. Mais peut-être qu'ils en ont profité pour avoir une activité pertinente. J'en sais rien, ça se trouve pas du tout. En tout cas, je vois pas en quoi c'est un argument de dire attention, les gens ne vont plus à la messe, c'est le déclin de l'Occident et du christianisme. Je pense que le christianisme est en train de renaître en Afrique, en Chine. Alors, vous allez me dire que c'est pas le christianisme romain, certes. Un écuménisme, en Afrique, c'est un mélange avec l'animisme. Mais c'est toujours en Afrique. Un mélange confucien. En Afrique, toutes les religions sont des mélanges. Ah oui. C'est un classique africain. Mais le christianisme chimiquement pur, c'est l'Europe. Parce que c'est le romain. Oui. Alors, et sur ma deuxième question... Alors, sur la deuxième question, alors je pense que... Alors là, j'ai les idées plus claires et plus précises que là, la discussion sur le christianisme, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a, vous voyez, il y a les cultes, etc. Mais là, je pense que la France vit un déclin conjoncturel dans un déclin plus profond. Je m'explique. Je pense que depuis les années 70, nous vivons un déclin parce que l'individualisme post-68 un certain libéralisme mondialisé ont détruit, ont sapé les bases de ce qui avait fait la reconstruction française à partir de 1945, c'est-à-dire un mélange entre l'État, le libéralisme, le social, une espèce de synthèse magnifique qui a été incarnée évidemment par le général de Gaulle, mais qui en fait est préparée bien en amont, c'est-à-dire à la fois par le Front populaire, à la fois par Vichy. Vous voyez, c'est en fait, je lisais il y a à peu près un an... À la fois par le Front populaire et Vichy. Oula, je savais pas que c'était possible dans une même phrase, ça. Un livre d'un historien américain qui expliquait très bien qu'il y a une période qui est la même période, en fait, entre les années 30 et les années 60. Vous voyez, c'est les mêmes concepts, et on va le voir d'ailleurs, je pourrais redire ça pour la discussion autour de la politique culturelle. Donc ça, cette période-là, où il y a l'État qui est au centre du jeu, où il y a le patriotisme qui doit primer sur les individus sans être des machines totalitaires comme à l'époque on a connu du côté de Hitler, du côté même de Mussolini ou du côté de Staline. Vous voyez, cette espèce de synthèse a permis un sursaut français. Et c'est ce sursaut français qui va être balayé par les années 70, à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui. On voit bien la décadence de tout ça. Mais je dirais, si Michel me permet... Ben on voit bien, montre. Non, peut-être qu'on voit pas tous, je sais pas. Bizarre ça. De continuer mon développement, c'est dans le cadre d'un déclin beaucoup plus global. Je pense que la France, si vous voulez, a atteint son apogée. Alors il y a eu un premier apogée au XIIIe siècle, hein, le Saint-Louis, etc. Et puis après il y a la guerre de 100 ans. Je dirais 12e. Oh, Saint-Louis, il meurt en 1270, donc non, je dirais 13. Alors, Philippe le Bel avant. En philosophie, par exemple, en philosophie, il y a vraiment... Ah oui, mais moi je parlais de géostratégie. Ouais. Bon. Et après, un deuxième apogée du XVIIe siècle, avec le traité de Westphalie et le siècle de Louis XIV, où là la France domine. Et à partir de là, l'Angleterre va nous déclarer une guerre que certains historiens anglo-saxons, d'ailleurs, moi je vais vous dire que j'ai une tendresse pour les historiens anglo-saxons, je trouve qu'ils sont absolument remarquables et qui m'apprennent beaucoup de choses que les historiens français ne veulent plus m'apprendre et ne refusent de m'apprendre. Et les historiens anglais expliquent qu'il y a eu une autre guerre de 100 ans, entre à peu près 1680 et 1815, où l'Angleterre a mené une guerre pour abattre la puissance française. Et elle a fait des guerres à Louis XIV, elle a fait des guerres à Louis XV. Ils nous mettent un genou à terre avec le fameux traité de Paris en 1763, où on perd le Canada, le fameux Canada français. Michelet a un mot magnifique, la France ne perd rien sinon le monde. C'est réglé. Et les guerres, puis les guerres de la Révolution et de l'Empire, qui tentent justement de reprendre l'offensive contre les Anglais, et qui malheureusement finissent par une deuxième défaite en 1815, et on perd là l'Europe, carrément l'hégémonie sur l'Europe. Et depuis, si vous voulez, de dominant et de prédateur, on devient une proie. Une proie face à l'Allemagne, 1870, 1914, 1940, une proie face aux États-Unis, une proie de nouveau face à l'Allemagne en Europe, et même maintenant sur notre sol, puisqu'il y a des îlots islamistes qui... C'est bon, j'avais oublié de parler de ce nouveau concept. Le compteur, les Arabes. Les Arabes! Eh oui, il a fallu 14 minutes et 10 secondes avant que Eric parle des Arabes
de l'islam ou de l'immigration. Bravo Eric, bravo. On te félicite. C'est un nouveau record. Qui en fait ne respecte plus vraiment la loi ni les mœurs françaises. Vous voyez, je pense que notre déclin de 40 ans est dans un déclin beaucoup plus large de 2 siècles, avec des pointes, avec des magnifiques sursauts. Le général de Gaulle disait ça, des sursauts, en 14, dans les années 60, etc. Oui, je ne peux pas être contre ça, simplement, il y a un Louis XIV qui est fabriqué par le XVIIIe. C'est-à-dire que quand Voltaire écrit le siècle de Louis XIV, voilà, le grand siècle, je me suis demandé à un moment donné pourquoi on l'avait appelé le grand siècle. En fait, c'est Voltaire. Oui. Pour quelle raison? Parce que Louis XV ne lui permet pas une pension. Alors que vous êtes dur. Mais non, mais c'est la biographie de Voltaire. Oh, vous voyez ça par le petit bout de la lorgnette. Pas du tout. Mais non, ça s'appelle le ressentiment et ça joue un rôle majeur dans l'histoire, vous le savez bien. Il veut pas dîner avec lui. Louis XV eût-il offert une pension à Voltaire qu'il n'y aurait pas eu le grand siècle et que le siècle de Louis... Mais non, non, vous exagérez. C'est vrai, est-ce que Voltaire est capable vraiment d'avoir autant de ressentiment? Je sais pas, ouais, peut-être. Hein. Vous êtes d'accord? Non, mais il exagère. Non. Le grand siècle, on sait déjà que c'est le siècle de Louis XIV, même sous Racine, sous Molière, sous tout ça. Non, il est fabriqué au XVIIIe Non. et il est fabriqué par Voltaire. D'autant que vraiment, si je voulais vraiment être polémique, qu'est-ce que le grand siècle sans l'Antiquité? Qu'est-ce que Racine et Corneille sans Échille, Sophocle? Je suis d'accord, moi. Qu'est-ce que La Fontaine sans Phèdre et Ésope? D'accord. Qu'est-ce que Théophraste, et même Molière, sans Plaute et Terence, etc. Donc, et alors? C'est un style, c'est un ton, le XVIIe siècle. C'est un style et c'est un ton. Et c'est le style français. Bon, d'accord. C'est alexandrin. Mais n'oublions pas que quand on lit aujourd'hui Échille, Sophocle, Euripide, etc., on oublie que tout ça est écrit en vers. Donc on ne fait jamais que transposer dans les vers de cette époque-là, l'hexamètre, enfin des vers grecs, en alexandrin, et peut-être peut-on dire que l'alexandrin est le grand vers français. Mais je pense qu'au XVIIe siècle, on ne sait pas que Louis XIV est l'homme du grand siècle, c'est le XVIIIe qui nous le dit par ressentiment, parce que... Non, bah oui, mais non, c'est là que vous exagérez. Non, j'exagère pas. Si, je vous assure. Non, je crois simplement regardez Bossuet, vous parliez de Bossuet. Bossuet célèbre déjà le grand siècle de Louis XIV, le roi Soleil, etc. Ça, c'est pas Voltaire. Vous avez raison, Voltaire après fait ça pour humilier Louis XV. D'accord, voilà. On est d'accord. Et pour quelle raison veut-il l'humilier? Parce que moi, on me dit, vous faisiez la pension, moi, on me dit, c'est parce que Louis XV refuse de dîner avec lui comme le faisait Frédéric II. C'est l'équivalent, ça va ensemble. C'est tout à fait ça. Bon, c'est très intéressant, les mecs, mais là, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le XXIe siècle Parce que je vois bien le duel, par contre, là, entre vraiment, il y a une droite et une gauche, c'est-à-dire une droite qui admire la grandeur de la France avec la monarchie, et une gauche qui est pro-Athènes, pro-Antiquité, contre la monarchie. Mais à part ça, voilà, on s'éloigne du débat. Donc, vous voyez, on est finalement d'accord. Oui, mais non, parce que... Bon, alors, messieurs, si vous voulez bien, juste après l'émission, il y a la belle histoire de France, on pourra en parler. Mais pour l'instant, j'aimerais bien que vous... Si vraiment j'avais su que c'est moi qui défendrais Voltaire, vraiment, alors là, on me fait faire des choses dans cette émission, franchement. Mais Michel Onfray, j'aimerais bien qu'on puisse revenir sur les moments où la France a décliné, selon vous. Comme dit Éric Zemmour, depuis les années 70, le dernier déclin qui a commencé à ce moment-là, et puis les autres déclins précédents, selon vous, quels sont-ils? Écoutez, il y a un texte très intéressant de Diderot. Il a le nombre des hosties vendues en France, telle année, telle année, telle année. C'est un truc extrêmement intéressant parce qu'il dit, mais regardez, finalement, il y a un effondrement de la vente d'hosties. Dès le XVIIIe siècle. Voilà. Donc il y a une déchristianisation à partir de ce moment-là. Et alors, s'il y a déchristianisation, il y a décadence? Je ne vois pas en quoi. Alors peut-être à leur époque, oui. À notre époque, non. Les gens sont majoritairement athées et... depuis un bon moment. Est-ce que ça signifie qu'il y a décadence? Je ne crois pas. La déchristianisation, alors là, pour le coup, on peut trouver une date de naissance. On peut imaginer que c'est la mort de Méliès, l'abbé Méliès. Je vous ai entendu l'autre jour dire qu'il n'y avait pas de lumière indépendamment des Anglais. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a une philosophie des Lumières qui est tout entière chez le curé Méliès, qui est le premier athée. Il meurt en 1628, donc il a écrit ça peut-être 10-15 ans avant. Mais un testament dans lequel la totalité des idées des Lumières vont se retrouver reprises et commentées, y compris chez Voltaire, qui en fera un déiste, alors que l'abbé Méliès était un athée. Et je pense que, pour aller vite, je veux dire, un théiste, c'est quelqu'un qui dit que Dieu existe, qu'il crée le monde et qu'il est responsable de tout ce qui advient dans le monde. Tremblement de terre de Lisbonne, on se dit, Dieu a voulu le tremblement de terre, pourquoi donc? Et on dit, parce que vous n'êtes pas assez pieux, vous n'avez pas assez prié. Et si vous aviez été pieux, si vous aviez prié, il n'y aurait jamais eu le tremblement de terre. Et les déistes disent, non, Dieu crée le monde, mais se moque de l'avenir du monde.
Il crée la pendule, mais si la pendule est en retard, c'est pas lui qui est responsable. Donc on crée le déisme. Ouais, ça c'est Voltaire. Qui est un premier pas vers l'athéisme. Et puis à un moment donné, on fait totalement l'économie de Dieu. Et quand on fait l'économie de Dieu, on fait l'économie de la morale qui va avec. Donc le début, on pourrait même imaginer que l'effondrement de cette civilisation, c'est pourquoi je parlais du XIIe siècle. Oui. On pourrait même remonter au XIIe siècle, dès qu'on a les nominalistes, dès qu'on pose la question des substances, des attributs, des espèces, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je veux dire, dès que les philosophes commencent à ramer pour pouvoir justifier philosophiquement la foi, c'est que la foi n'est déjà plus là. C'est qu'on ne croit plus comme un charbonnier. Après, on a la Renaissance, et la Renaissance dit... Retrouvons un peu les Grecs et les Romains, ce que va faire le XVIIe siècle français, pour redonner un peu de vitalité à cette civilisation qui est déjà en début de perte, je dirais. Et on a avec les Lumières cette idée que, bon, on peut faire l'économie de Dieu. La Révolution française n'est pas athée. Robespierre envoie les athées à l'échafaud. Absolument. Elle est déiste. Lisez la Déclaration des droits de l'homme, vous la retrouvez aujourd'hui dans les commissariats, c'est sous le regard du Dieu, de l'être suprême. On est dans une logique absolument déiste. Dès que le déisme arrive, le baroque du catholicisme, j'allais dire les fumées au sens... le baroque disparaît. Le protestantisme laisse la place, d'une certaine manière. Un certain protestantisme dans le catholicisme prend la place. Et à partir de ce moment-là, on ne croit plus au sacré. Donc le christianisme est réduit à une espèce de morale moralisatrice. Elle est laïcisée avec la Révolution française. Et puis par la suite, on se dit, mais finalement, c'est l'expression de Sade, je ne suis pas du tout défenseur de Sade, mais qui parle des prospérités du vice et des malheurs de la vertu. À quoi ça sert d'être vertueux quand on n'est pas puni ou récompensé, d'être vicieux quand on n'est pas puni ou récompensé? Donc finalement, tout... Alors, je comprends ce que tu veux dire, Michel. C'est-à-dire, est-ce que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir du sacré, d'avoir un Dieu qui peut nous punir, nous envoyer en enfer, pour garder un certain ordre dans la société? Maintenant, j'ai envie de te dire, ça s'appelle la loi, le gouvernement, l'État. C'est ça finalement les nouveaux symboles sacrés et les nouveaux les nouveaux juges des hommes finalement. L'homme est juge de lui-même. Il n'est plus jugé par un Dieu dont il n'a pas connaissance et qu'il ne rencontrera qu'à sa mort finalement. Alors ça peut être problématique. Mais si on ne croit pas en ce Dieu-là, c'est encore plus terrible parce que ça veut dire que les hommes ne se mettent absolument aucune limite. Alors comment, si on croit en un gouvernement des hommes par les hommes, à ce moment-là, on sait que tout le monde peut se soumettre à cette limite-là. Tout est possible, tout est pensable. Et à ce moment-là, on a une espèce de déplacement du salut qui n'est plus religieux mais qui devient politique, d'où un 19e siècle rempli de socialisme, de communisme, d'anarchisme. C'est-à-dire la solution, c'est une société meilleure, le paradis sur Terre, en fait, descendre le paradis sur Terre. Et puis évidemment, on a la grande date qui est effectivement la Première Guerre mondiale, où là, il y a un effondrement total, un nihilisme généralisé. Et ce qui avait démarré intellectuellement au XIIe siècle, et qui, avec la Renaissance, avait pris une puissance intellectuelle, qui au XVIIIe prend sa forme pure, qui est la philosophie des Lumières, arrive au XIXe avec une logique de ressentiment. C'est très ressentimenteux, cette gauche-là, elle est très ressentimenteuse. C'est pas celle de Proudhon, qui est positive. Non, on est dans la dictature du prolétariat, on est dans la confiscation du bien des riches, les bourgeois sont des salauds, etc., etc. Et puis on arrive à un XXe siècle où on se dit, ah bon, tout ça pour ça, la boucherie de Verdun, et pourquoi faire? Et vous parliez tout à l'heure effectivement de la mécanisation de la guerre. Junger dit, ah, mais qu'est-ce qu'elle était belle, la guerre, quand on la faisait comme en 14-18, orage d'acier, le courage, l'honneur, la vertu, la virilité. Aujourd'hui, vous avez un fusil, vous tirez sur des gens. Alors aujourd'hui, vous pouvez même tuer des gens à 10 000 km dans un bunker, vous appuyez sur il y a un écran qui vous permet de... etc. Donc je crois que il y a une vision du déclin. Oui, en fait, 12e, et du 12e jusqu'au 20e, on voit bien quelle forme ça peut prendre. À vous écouter, j'ai compris quelque chose. Ah. J'ai compris ce qui nous rassemble et ce qui nous sépare. Non, mais je suis sérieux. D'abord... Ah, je suis curieux, vas-y. D'abord, si je voulais être taquin, je vous dirais, c'est formidable de vous entendre dire que le déclin de la France est lié au déclin du christianisme en France. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est assez formidable de l'entendre dire ça. En fait, vous faites... mais tous mais vous êtes Joseph de Maestrien, bonaldien, bonaldien. Et ça, c'est assez drôle de vous entendre, accordez-moi ça. Mais je vous taquine.
Deuxièmement... Vous pourriez me taquiner avec pire référence encore. Deuxièmement, je sais que vous vous retenez. Deuxièmement, j'ai compris, en fait, on n'est pas sur la même grille de lecture. C'est-à-dire, moi, vous faites une analyse philosophico, presque théocratique. Moi, je fais une analyse, j'essaye de faire une analyse géostratégique. C'est-à-dire que, mais je reconnais que les deux, que les deux, là où Zemmour, de toute façon, la politique, c'est un ensemble d'analyses. C'est à la fois de la géopolitique, de la philosophie, de l'économie. C'est d'ailleurs pour ça que ça m'agace pas mal quand il y a des gens qui se limitent à parler d'économie en parlant de philosophie. Et là, je me dis, pourquoi tu parles d'économie? Arrête-toi. Après, à l'inverse, il y en a qui parlent trop économie, justement, avec des dogmes économiques. Mais pour parler politique, il faut être capable de maîtriser une large palette de sujets. Peut-être je ne suis en désaccord, c'est que regardez à la fin du XVIIe siècle. On est au sommet de la puissance française, même si elle commence déjà à avoir un peu de plomb dans l'aile, puisque Louis XIV commence à perdre des batailles, etc. Oui. Là, on est d'accord. Les guerres coûtent très cher. Non, mais on est tout à fait d'accord. Mais oui, mais parce que, je vous dis, c'est ce que je vous dis, les Anglais ont commencé leur stratégie, mais c'est parce que les Anglais ont commencé leur stratégie de monter toute l'Europe contre nous, et que ça va... Pas seulement. Ah oui, parce qu'ils ne supportent... Ne soyez pas bainvilliens. Ils ne supportent pas... Avec vos lectures de l'Angleterre et de l'Allemagne. non, mais sérieusement, je pense que les Anglais ne supportent pas la puissance dominante en Europe. C'est pas faux, mais en même temps, Louis XIV avait fait le travail lui-même avec des guerres extrêmement coûteuses, et puis avec une politique fastueuse qui fait que... Mais alors on paye ça un jour. Et on ne paye pas ça forcément de son vivant, et c'est Louis XVI. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Notre querelle, elle est née au XVIIe siècle. C'est la querelle entre Fénelon et Bossuet. Ah oui. Mais là, mais je vous dis, c'est la première fois qu'en vous écoutant, je comprends notre querelle. J'explique en deux mots. Les guerres coûtent cher, les guerres font des morts, les guerres amènent de la misère. La fameuse lettre Michel Onfray, Fénelon. Ouais. Je suis d'accord, Zemmour, je ne vois pas comment tu peux être dans des accords. Il est quand même préférable qu'on ne fasse pas la guerre et qu'on s'allie tous pour, entre guillemets, améliorer le monde, que l'inverse. Ou alors, t'as intérêt à me trouver un argument solide. Moi, je dis, la France ne peut être grande que si elle est hégémonique, même s'il y a des guerres, et il faut dominer l'Europe, sinon on ne sera rien. Alors, Zemmour, je comprends ta vision de la grandeur de la France, mais là, ça va trop loin, là. Là, ça va absolument beaucoup trop loin. C'est-à-dire, la France ne va pas massacrer des personnes simplement pour être hégémonique et grande. Non. On se défend, il n'y a pas de souci. Si on doit se défendre, on se défend. Mais il y a un moment, il faut se calmer. D'accord ? Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Autant commercer avec nos voisins, nous offrir des avantages les uns les autres, si tu veux, que de venir se foutre sur la gueule, parce que même si tu arrives à les battre tous et à les soumettre, les mecs, ils vont te détester. Hein. Ils vont dire, les fils de pute de français, faut les niquer la fois prochaine. Donc non, je suis pas d'accord, mais développe. J'espère que tu as un sacré argument. Bossuet. Et donc, la discussion, elle dure depuis 3 siècles. Et elle court toute l'histoire du XXe siècle. Les anti-napoléoniens disent, comme Fénelon, « Ah, mais qu'est-ce que les guerres coûtent cher ?» Et moi, je réponds à chaque fois, « Ce sont les Anglais qui nous poussent à la guerre. » Vous vous souvenez de notre discussion la semaine dernière avec Taché, c'est la même discussion. Non, mais c'est vrai, je pense que... alors, on arrive aujourd'hui... Le commerce, c'est pas l'Angleterre, c'est mais l'Angleterre incarne le commerce. Alors, Éric Zemmour terminé, ensuite j'ai une autre question. Napoléon dit la nation de boutiquiers. Éric Zemmour terminé. Et donc, je pense qu'aujourd'hui... Mon Dieu, le commerce, c'est horrible, alors. C'est nul, vraiment, d'être une nation qui fait plein de commerce et qui fait plein de pognon, alors qu'on pourrait très bien tirer sur les gens et les soumettre. C'est tellement plus simple. Allez, Zemmour, ressaisis-toi quand même, les arguments... Vas-y, là, va plus fort, quand même. Mais des meilleurs punchlines. Aujourd'hui, alors, je vais vous dire, je pense qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qui me donne raison. Si je peux me permettre, pour faire avancer la conversation. Et on verra ce que Michel va répondre. C'est aujourd'hui qui me donne raison, parce qu'on ne domine plus, on n'est plus hégémonique, et donc on est devenu une proie.
On est devenu une proie à l'extérieur, puisqu'elle est dominée en Europe par l'Allemagne et dans le monde par les États-Unis, et une proie à l'intérieur, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne tient même plus notre territoire, et qu'il y a des parcelles de territoire qui, aujourd'hui, sont devenues des îlots séparatistes, comme dirait Macron. En fait, on retrouve là des choses qu'on a connues en France, avec Richelieu, avec les protestants et La Rochelle, etc. À l'époque, on envoyait l'armée pour éradiquer ces États dans l'État, ce que Richelieu appelait les États dans l'État. Ben, je pense que comme on n'est plus hégémonique, on est devenu une proie. Vous voyez, Alors, Zemmour, je vais déjà dire un truc simple, basique même. On a la possibilité de devenir une nation importante économiquement, d'accord? Comme j'ai rappelé dans la première vidéo, on a la deuxième plus grande zone économique exclusive du monde, on a la bombe nucléaire, on est l'une des plus grandes puissances économiques du monde, on a les moyens de nos ambitions, économiquement, j'entends. Et toi, plutôt que de dire « Ah ouais, c'est vrai que les autres pays, c'est bizarre quand même, ils s'en sortent bien économiquement, bien mieux que nous. Pourquoi est-ce que la France n'est pas capable de faire mieux ?» Toi, ton option, c'est genre « Allez, on sort l'armée et on va dézinguer tout le monde. » Alors après, toi, tu dis dézinguer de l'intérieur. Bon, déjà, c'est une autre vision, et c'est une vision de guerre civile, pourquoi pas. En Angleterre, je rappelle, hein, ils ont des quartiers très communautarisés. Hein. Faut aller faire un tour dans la banlieue de Londres, hein, c'est-à-dire les Pakistanais vivent entre Pakistanais, les Africains entre Africains, etc. Ils vivent avec leurs coutumes, leurs mœurs, leur propre commerce et tout. Pourtant, la nation anglaise est plutôt considérée comme globalement prospère. Alors, est-ce que c'est un modèle enviable? Probablement pas. Mais je ne vois pas en quoi ton argument est valable. C'est pas parce qu'à l'intérieur il y a des territoires qui appliquent des cultures, on va dire, différentes, que la nation n'est pas grande. Prenons d'ailleurs les États-Unis. Les États-Unis sont une nation qu'on pourrait qualifier de multiculturelle, je pense. Et actuellement, ils dominent le monde. Hein. Soyons honnêtes. Alors, peut-être que c'est pas un modèle enviable, encore une fois. Mais tu peux pas dire, puisqu'il y a multiculturalisme, ou entre guillemets multiculturalisme, alors il y a problème et notre nation est pourrie. C'est pas vrai, ça. Là, tu fais une obsession encore de ces sujets-là. Je pense que notre présent me donne raison sur cette longue querelle de 3 siècles. Michel Onfray, je vous laisse répondre à cette partie, et puis je vais vous relancer aussi sur... En même temps, Zemmour, si tu pensais pas que tu avais raison, je m'inquiéterais. Comment, ou lancer plutôt sur comment interrompre cette décadence que vous avez constatée tous les deux. Moi, je ne crois pas que ce soit une question d'hégémonie, ce qui supposerait l'Empire, mais une question de souveraineté, ce qui suppose la nation, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on a cette idée d'une hégémonie, l'hégémonie sur quoi? Sur d'autres États. Oui. Donc on est dans des perspectives d'extension. Ouais, là, il développe exactement ce que j'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire Zemmour, en fait, a de plus en plus une perspective d'Europe, alors d'Europe française, mais en tout cas d'Europe. Et il a du mal à l'admettre, j'ai l'impression. Il perd peu à peu ses aspects souverainistes, là où Michel Onfray est plutôt à fond souverainisme. Alors, bien évidemment, il surfe toujours sur la vague, hein, c'est-à-dire il est souverainiste au bon moment, il est libertaire au bon moment. Hein. C'est... Voilà, bon, enfin bref. Oui. De champ vital, enfin je ne vais pas utiliser... Non, pas d'espace vital, vous avez compris. Mais géographique. Oui, mais géopolitique. On est dans cette perspective. C'est pas la mienne. D'accord, mais c'est la mienne, je suis d'accord. Oui, c'est ça notre différence. La mienne est souverainiste, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que pour le coup, je serais gaulliste, plutôt. Le général de Gaulle n'y a pas eu le souci de l'Empire, ce qui a été celui de Napoléon précédemment. Absolument. Mais il y avait chez le général de Gaulle cette idée que nous pouvons, chez nous, sans ennuyer les autres, sans imposer aux autres notre vision du monde, être puissants, respectable, respecté, donc respectable, donc respecté, ce qui n'est plus le cas. C'est-à-dire il y avait un État et il y avait surtout une politique de civilisation. Le dernier à avoir parlé d'une politique de civilisation, c'était Malraux, aux côtés du général de Gaulle, aux côtés de Malraux. Alors, petite parenthèse. Déjà, Michel, comment tu définis chez nous? C'est quoi chez nous? Et deuxièmement, une politique de civilisation. La civilisation, techniquement, en général, on a plutôt tendance à l'associer à l'Empire et à l'Europe qu'à la France.
Après, peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Plus personne ne parle de politique de civilisation depuis, c'est fini. On s'avance vers des présidentielles prochaines, il n'y a plus personne pour parler de politique de civilisation. C'est boutique et compagnie, mais rien d'autre. Donc je conçois que l'hégémonie soit nécessaire, mais elle suppose l'expansion du domaine vital, et elle suppose donc l'impérialisme qui, de facto, implique le colonialisme ou le néocolonialisme. Non, mais moi, par exemple, je ne défendrai pas la présence française au Mali, et je pense qu'on massacre les Maliens, et que... On massacre surtout les islamistes. Ça, c'est... Non, c'est leur problème. Pourquoi oui, pas je comprends, j'entends. les Chinois, les J'entends. Ah, là, j'aime bien. Il utilise exactement mes arguments de la dernière vidéo. C'est-à-dire, il dit que Zemmour a une position ultra belliciste qui fait pas très souverainiste de droite et isolationniste. C'est-à-dire, il veut aller à l'étranger et il veut taper des mecs comme ça pour récupérer des parcelles de territoire et les contrôler. Mais, dès qu'il y a l'élection Éric Zemmour vous répond. On n'y va plus. Mais je pense simplement que nous ne sommes plus capables d'une politique qui soit une politique de nation, souverainiste, et qui soit capable de comprendre les enjeux de civilisation. Juste 2 mots sur ce qui se passe en Arménie actuellement. C'est quand même sidérant cette façon qu'a l'Occident de laisser faire l'effacement de l'Arménie de la carte judéo-chrétienne. Nous leur devons presque tout. Ils ont inventé l'art roman, ils ont inventé un certain christianisme, ils ont permis au christianisme judéo-chrétien palestinien d'entrer sur le territoire européen, etc. Aujourd'hui, ils se font rayer de la carte par Erdogan. On ne dit rien, on ne fait rien, on n'en parle pas, parce qu'on n'est pas capable d'avoir une politique de civilisation. Ce qui arrive tout de suite chez eux, ça existe déjà chez nous. Michel Onfray, vous êtes inarrêtable, mais il faut s'arrêter un petit peu, parce que j'ai envie de vous lancer vous allez vous faire gronder par la maîtresse. Voilà. Il y a une deuxième question. Voulez-vous que je réponde à votre deuxième question? Non. Peut-on arrêter? Non. Réponse. Allez, je faire court. Alors, ensuite, on va parler de la culture. Oui, très bien. Alors, d'abord, vous ne pouvez pas dire, d'un côté, pourquoi laissons-nous tomber les Arméniens, et en même temps refuser une politique impérialiste. Si on soutient les Arméniens, ça veut dire qu'on estime qu'on a un rôle mondial, et si on a un rôle mondial, ça veut dire qu'on a une politique impérialiste. Deuxièmement. Oui, il définit finalement la nouvelle idéologie de l'impérialisme et des droits de l'homme, c'est-à-dire les droits de l'homme doivent se répandre dans le monde, et quand il y a un massacre à l'étranger, on doit intervenir à l'étranger. Et donc il a raison de dire à Michel Onfray, la cité isolationniste, techniquement, t'es pas dans cette doctrine. Alors après, le cas des Arméniens est peut-être particulier, j'en sais rien, peut-être qu'on peut intervenir quand même, parce que il y a une certaine histoire, mais bon, est-ce qu'on sera capable de se poser des limites? Non, à mon avis, c'est difficile quand même. Le général de Gaulle n'avait pas le souci de l'Empire, il a même bazardé l'Empire. Vous ne l'avez pas dit, mais vous l'avez pensé. Mais c'est la vérité. Non, mais c'est la vérité. Mais, attention, vous avez lu comme moi les chaînes qu'on abat, le dialogue entre Malraux et de Gaulle. Bon, moi aussi je l'ai lu plusieurs fois, c'est formidable. On est d'accord. Même si la moitié est inventée, on se dit que c'est quand même extraordinaire. C'est tellement vraisemblable et plus vrai que le Mais vrai, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce que je réponds aussi, je suis d'accord avec vous. Mais, souvenez-vous, de Gaulle est on peut dire souverainiste, il n'employait pas le mot évidemment, mais je comprends votre théorie, c'est-à-dire on défend la nation et on n'empiète pas sur celle des autres, et mon verre est petit mais je bois dans mon verre. On est maître chez soi, exactement. Et on aide les pays à être maîtres chez soi. Absolument. C'est ce qui distingue l'impérialisme. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Mais on a compris ça, hein, mais Michel, mais. On est à mi-chemin, messieurs. Oui, mais il y a un mais. Il n'y a pas de mais. Mais si, il y a un mais, je vous assure. C'est que c'est une position défensive d'homme du XXe siècle qui sait que, souvenez-vous ce que dit de Gaulle, l'épée de la France est courte. Il le sait qu'il n'a plus les moyens de la grande armée. Souvenez-vous qu'il dit à Malraux, tout ce qu'a fait Napoléon jusqu'en 1808, c'est parfait. 1808, ça veut dire on a Milan, Cologne, Rome, Bruxelles, Amsterdam. Enfin, je veux dire, c'est pas rien quand même. Et il dit c'est parfait. Hein, parce qu'il a raison, et il a raison. Mais comme on a perdu, et comme on est sur le reculoir, il dit, bon, bah alors autant prendre une position. Et moi, je l'approuve, vous comprenez ce que je veux dire. Mais il faut savoir que c'est un second best, comme on dit en anglo-saxon. C'est intéressant parce que il y a un duel entre deux positions de Gaulle, entre guillemets, c'est-à-dire, Onfray est convaincu que De Gaulle est avant tout un souverainiste, et Zemmour est avant tout convaincu que De Gaulle est pas un identitaire, mais en tout cas quelqu'un d'attaché à la civilisation européenne, peut-être autant qu'à la France. Et il y a un peu ce duel des deux visions, et
c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que Zemmour, depuis plusieurs années, il a un glissement de la droite souverainiste, on va dire, vers une vision plus civilisationnelle et identitaire, entre guillemets. Alors, le terme identitaire est souvent très connoté par rapport à la couleur de peau des gens, mais... En tout cas, voilà, vous me comprenez, quoi. Il a plus le souci de l'Europe qu'il ne l'avait, j'ai l'impression, avant. Mais peut-être c'est qu'une impression. Et donc, je pense que c'est ça. Mais sinon, après, dans une position défensive, je suis d'accord avec vous, c'est la meilleure solution dans le contexte du XXe siècle. Alors, vous permettez deux mots juste sur la question de défendre l'Arménie n'est pas un impérialisme. Ouais. C'est important. Moi, je défends. Mais c'est pas une insulte dans ma bouche, vous avez compris. Hein. Oui, non. Mais ça pourrait l'être dans la mienne. Et donc, je ne suis pas impérialiste. En revanche, je crois qu'on pourrait défendre une autre Europe. Si on avait une Europe qui obéisse à une politique de civilisation, nous pourrions dire, au-delà de dire l'Europe, c'est l'Europe du marché, c'est une Europe de la culture. Et cette Europe de la culture, elle suppose que nous soyons solidaires des gens qui défendent la même culture que nous. On aurait dû dire c'est une Europe chrétienne. Oui, mais je ne veux pas gêner ceux qui ne le sont pas. Et moi, ça ne me gêne pas. Non, mais si on veut rassembler, ce qui est un peu mon désir... Et alors ? Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Eh bien, ça ne fait rien. Mais l'Europe est chrétienne, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être chrétien. Oui, non, je suis d'accord, mais elle n'est pas seulement chrétienne. C'est chrétienne, revue et corrigée par la Renaissance, qui rend possible les Lumières et qui font la laïcité. Tout ça est l'enfant du christianisme. Si vous voulez, mais c'est pas exactement la même chose. Même un enfant qui se rebelle contre son père. Nous pourrions, c'est la même famille et il s'agit de défendre ses enfants. Si vous voulez juste une image, je pense que c'est ce qui se passe avec l'Arménie et nous n'avons pas le souci de nos enfants. Il nous reste 30 minutes. Nous avons nos parents d'ailleurs. 30 minutes, 3 chapitres encore. On doit parler du pape François tout à l'heure. On doit parler dictature et démocratie, des chapitres intéressants. Là, je vais vous relancer sur la culture. Vous avez déjà commencé à aborder un peu. Et je rappelle que vous n'avez pas répondu à mes questions tout à l'heure. Comment arrêter le déclin, interrompre l'actuel déclin? S'il vous plaît, glissez un petit mot dans une réponse, ça me va bien. Pas tout à fait. Non, c'est pas possible. Il a dit une réponse souverainiste. Alors. Non, il a dit c'est pas possible en gros. Et non, Onfray est dans une position qu'il y a déclin, mais on peut pas aller à l'encontre du déclin. Bon. En gros, on abandonne, quoi. Le Titanic est en train de couler, on reste dans le navire, on regarde et on fait... Ok, pourquoi pas, hein. Au moins on meurt avec classe. C'est incroyable, on meurt avec notre costume et tout, 3 pièces, comme ça. Oh, c'est beau. Gros et sinon une réponse souverainiste. Oui. Non, je pense qu'il faut être éminemment concret. On se dit, bon voilà, on a un chef d'État qui serait l'équivalent, l'équivalent du personnage emblématique, de la personnalité qu'on attendrait et qui dit, voilà, je vais changer les choses. Mais vous y prenez comment? El famoso homme providentiel. Dans une France où il s'agit de restaurer l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, etc. C'est 2 générations, 3 générations. Alors moi, je pense effectivement qu'on ne peut pas endiguer mon déclin global, c'est-à-dire celui depuis 1815. Ça, c'est compliqué de revenir. Je ne vais pas occuper Milan et occuper, Cologne. Je le regrette, mais c'est comme ça. Maintenant, je pense qu'il faut une politique authentiquement réactionnaire. Je veux dire, entre guillemets, réactionnaire. Je veux dire par là que ce qui est... Zemmour, quand tu dis qu'il y a déclin depuis 1815, je pense que oui, tu veux une politique très réactionnaire même. Était bien dans le passé, dans la France des années 60, par exemple, Michel parle de l'école. Je pense qu'il faut revenir à une école excellente qui était dans les années 60. Et ça ne veut pas dire être passéiste, puisqu'en fait, c'est l'école des Asiatiques aujourd'hui. On démarre ça aujourd'hui. En quoi c'est réactionnaire, ça, Zemmour, de dire je veux une école qui soit excellente? J'aimerais bien comprendre. Non. On veut tous une école qui soit excellente, voyons. Aujourd'hui, d'abord, les syndicats sont contre, les parents ne sont pas pour. Oui, mais il faut un pouvoir fort. Et on obtiendrait, au cas où ça fonctionne, on obtiendrait des résultats dans 20 ans. Et il se passe quoi pendant 20 ans? Oui, mais au moins, regardez les Asiatiques. Non, je crois pas, les Asiatiques, ils ont fait des choses extraordinaires en 10 ans. Vous êtes optimiste et moi pas. Mais non, c'est pas de l'optimisme. Si, vous croyez qu'on peut mettre une rustine au Titanic pour qu'il ne coule pas? Non, Michel, je pense que... Regardez, on souligne. Regardez, vous dites... comment dire, vous faites l'éloge du général de Gaulle. Mais le général de Gaulle, il avait connu une décadence terrible, avec la plus grande défaite militaire française de l'histoire, en juin 40. Et il a tenté, tout en disant d'ailleurs, il était très fataliste, vous savez, il pensait que rien ne servait à rien, il était très nietzschéen, mais vous le savez aussi bien que moi. Mais en même temps, il a essayé quand même, et il a fait quelque chose.
Alors, Michel Onfray, je vous laisse répondre et je vous laisse sur la culture. Comment arrêter justement le déclin culturel en France? On en a parlé tout à l'heure, vous avez abordé André Malraux qui a créé le ministère de la Culture en 1959. Comment arrêter ce déclin culturel? Eh bien, pour arrêter le déclin culturel, j'ai une solution très simple. Vous vous cultivez tous avec d'excellentes chaînes YouTube. Donc, vous vous abonnez à la chaîne Droite Fragile, vous activez la cloche et vous mettez un pouce. Et ouais, et là je peux vous dire, le déclin culturel va s'effondrer et la culture générale va revenir. Oui, je réponds à cette question, mais juste sur la question de l'histoire. Moi, j'estime que vous êtes optimiste et moi tragique, pas pessimiste. Et je crois que on n'est pas dans la même situation quand le sang est versé. Le général de Gaulle se trouve dans la situation où le sang est versé. Et à partir de ce moment-là, l'histoire arrive. Et c'est vraiment tout à fait autre chose. L'idée d'avoir un homme providentiel, une femme, un homme providentiel qui arrive au pouvoir et qui dit... Attention, précise bien femme, Michel, ne l'oublie pas. Sinon tu vas te faire cancel. On va changer ceci, on va changer cela, on va faire de telle sorte que la justice soit juste, on va faire de telle sorte que la magistrature soit dépolitisée, on va faire de telle sorte qu'à l'école on apprenne à lire, à compter, etc. Toutes choses de bon sens qui ne pourraient pas fonctionner. Vous avez les journalistes qui vont être contre, vous avez les syndicats qui vont être contre, vous avez les manifestations. Mais si on n'essaye pas... Qu'est-ce que vous faites avec la police, avec l'armée? Vous envoyez les gens qui... Moi, je ne crois pas trop à ça. Je crois simplement que quand le sang coule, alors là, on entre de plein pied dans l'histoire. Et que le général de Gaulle... Non mais attends, Michel, il faut arrêter cet argument débile. Réfléchis. Les gens vont demander quoi? Ils vont demander à être cons. Ils vont demander à ce que leurs enfants soient cons, à ce que leurs enfants soient pauvres. Je ne crois pas. Je crois que les gens, en fait, ils sont pas débiles et ils vont demander à ce que leurs enfants soient cultivés et intelligents. Même si c'est pas l'enfant qui va demander forcément. Le mec, il a 5 piges, il peut pas comprendre. Mais en tout cas, les parents vont le demander. Tu vois? Donc oui, les parents veulent le retour d'une école qui fonctionne. Même chose pour la presse. Je veux dire, excuse-moi, quand tu vois le niveau de français de certains journalistes, tu t'étouffes. Pardon. Ils savent pas écrire correctement. Ils font des fautes. Ce qui est fabuleux. Des fautes parfois au titre. Donc arrêtons. Tout le monde est capable d'observer qu'il y a une baisse du niveau, en tout cas. Supposément, je ne sais pas si dans les chiffres c'est vrai, mais en tout cas on a une impression qu'il y a une baisse de niveau, et donc tout le monde veut le retour d'une école qui fonctionne. Après, est-ce que ça veut dire que l'école fonctionnait bien avant? J'en sais rien. Est-ce que ça veut dire que il faut reprendre les méthodes d'avant? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que de toute façon, il faudra améliorer l'école. Point. Et que tout le monde est d'accord avec ça. Donc à partir de ce moment-là, je vois pas pourquoi t'es là. Ah non, les journalistes ils vont faire chier, et les gens qui manifestent aussi et tout. Ouais, et alors? Ils représentent quoi? Rien. Je suis même pas sûr que les journalistes feraient chier. Hein. Et les gens qui manifestent, ce serait qui? Jean Faqueux? À part lui, je vois pas. Dans une période qui est profondément historique, pas seulement avec 14-18, mais parce qu'effectivement, il voit bien ce que ça signifie. Il va falloir verser le sang. Moi, j'aime beaucoup Kojève, qui est l'un des derniers à avoir pensé les questions de civilisation en regard de Hegel. Je ne suis pas complètement hegelien, mais il faut repenser Hegel, relire Hegel et ses textes sur la philosophie de l'histoire. Et Kojève dit à un moment donné, mais 68, ça compte pas, il n'y a pas eu de sang versé. Il a tort. C'est pas seulement le sang versé qui fait l'histoire. Mais je crois simplement que, et là, pour le coup, être plus pessimiste que vous, mais moi, je crois que nous allons vers une guerre civile. Et que la guerre civile, c'est du sang. Et que pour le coup, quand du sang se trouve versé, alors il y a des figures historiques qui apparaissent et qui peuvent peut-être, de temps en temps, dire on va imposer à l'histoire un cours qu'on n'aurait pas pu imposer dans une démocratie représentative, avec la puissance des médias. Alors, Michel, premier point, s'il vous plaît, arrêtez tous avec le délire de mai 68. J'ai l'impression qu'à droite, maintenant, c'est devenu une espèce d'origine, de repère. Tout est mai 68, tout est la faute de mai 68. Et stop, quoi. Stop. Vraiment, il y a d'autres événements dans l'histoire qui ont formaté l'opinion des Français. Et au vu des résultats dans les urnes, la France est globalement plutôt de droite et pas de gauche. Alors après, certains diront mais non, le centre il n'est pas de droite, il est progressiste ou il est de gauche. Objectivement, vous avez une analyse de la vie politique qui est bizarre. Vous avez du mal à la comprendre, je pense.
Mais peu importe. En tout cas, voilà, la droite est forte dans le pays et la gauche est faible. Point. Donc peut-être que d'ailleurs c'est mai 68 qui a fait ça. En tout cas, c'est le cas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quant à mon deuxième point, eh bien je l'ai absolument oublié. Donc je poursuis. Je ne dis pas que j'y aspire. Non, Je dis mais simplement que pour l'instant... Ah oui, pardon, c'est la guerre civile, c'est vrai. L'histoire de guerre civile, bah, ça va plaire à Zemmour, mais écoute, je me demande si ça relève pas du fantasme. D'accord? Pardon de te dire ça, mais il y a beaucoup de générations qui n'ont jamais vécu la guerre, qui savent pas à quoi ça ressemble, qui sont pas non plus surentraînés, on va être honnête. Non, Fortnite ne fait pas partie de compétences pour se battre. Donc non, j'ai du mal à imaginer voir les gamins en jogging Nike sortir et se foutre sur la gueule à coups de manette PS4. Excuse-moi, voilà, non. Il y a un moment, pour faire une guerre civile, il faut être un minimum entraîné. Et la guerre civile entre qui et qui? Tout le monde a une vie qui est plutôt globalement correcte. C'est là où, ok, vous voyez du déclin, mais vous voyez pas aussi le positif que nous a apporté la civilisation occidentale. Alors pourtant vous êtes grosso merdo adepte de cette civilisation, bah regardez ce qu'elle a apporté. Et je suis désolé, depuis des décennies on a une période de paix, depuis des décennies on a du progrès technologique, on a des choses qui sont globalement quand même positives. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, mais je trouve ça un peu bizarre que vous regardiez pas suffisamment le verre à moitié plein, alors que, on va dire, vous avez tous les deux une petite tendance conservatrice. Voilà. C'est assez étrange. À votre place, justement, je me dirais, tiens, regardez tout le positif qu'on a à l'heure actuelle, et regardez tout le négatif qu'on pourrait nous apporter demain. On nous apportera pas forcément du négatif. Hein. Ce que je veux dire, c'est, techniquement, tu es censé quand même voir un peu le verre à moitié plein. Voir peut-être le verre à moitié vide pour l'avenir, mais en tout cas à moitié plein pour le présent. Mais bon, peut-être que vous êtes déjà au-delà du présent, vous êtes carrément dans le passé. Là, vous êtes réactionnaire. Quand tout est fait, c'est-à-dire on met de la poudre partout. Mais mon cher Michel, ça m'amuse de vous entendre, si vous me permettez, mais vous le savez aussi bien que moi, ça fait des années que je dis ça et qu'on me dit vous le souhaitez, vous dites ça parce que vous le souhaitez. Vous vous souvenez, j'ai entendu ça encore ici de la part d'innombrables contradicteurs. Bon, c'est vrai que tu as raison Zemmour, il y a beaucoup de contradicteurs qui disent ça. À l'inverse, t'es toujours un peu en mode puisque ça va arriver, si jamais un jour ça arrive, alors j'avais raison. Non. Ça veut objectivement rien dire. Moi aussi, je peux faire Nostradamus, si tu veux, et dire alors un jour il va se passer ça. Voilà, je vous le dis, ça va arriver un jour. Hein. Vous verrez bien. Et après, vous en mordrez les doigts de ne pas m'avoir écouté. Bah non, c'est pas parce que tu prévois un événement dans le futur que t'as forcément raison. Mais à l'inverse, c'est vrai que tes détracteurs te sortent des arguments qui sont pourris. Mais je pense que tu fantasmes aussi un peu la guerre civile. Désolé. Qui disait que les civilisations s'opposaient, on disait c'est vous qui créez. Voilà, exactement. Quand ça fait des années que je dis si on continue, on va vers la guerre civile, on me dit ah vous souhaitez la guerre civile. C'est pourquoi on vous envoie au tribunal. Mais si on continue quoi, Zemmour? Et on m'envoie au tribunal. Donc c'est pour ça que ça m'amuse de vous entendre ça. Oui, vous avez raison, c'est le chemin qu'on prend si on ne fait rien. Maintenant, j'essaye. J'ai lu dans un philosophe, je ne retrouverai le nom tout à l'heure, qui disait que justement la politique c'était essayer de conjurer le pire, de voir le pire, de l'annoncer et d'essayer de le conjurer. Donc je dis voilà, écoutez, peut-être que si on fait ça, si on fait ci, si on fait cela, peut-être qu'on peut conjurer le pire. Ça ne veut pas dire que je suis optimiste, ça veut dire que j'essaye de trouver des solutions. Maintenant, vous avez raison, quand il y a la guerre, on est de plein pied dans l'histoire, et là, on peut prendre des décisions beaucoup plus rudes. Mais regardez, à partir de 62, il n'y a plus la guerre, et le général de Gaulle prend des décisions quand même importantes. Il quitte l'état-major intégré de l'OTAN. Il est dans l'écho de la guerre, lui, jusqu'à la fin. Lui, oui, mais plus le peuple français. Ah non, mais parce que quand on voit Xavier Bertrand qui dit « je serai candidat », on se dit « mais quelle histoire t'as fait, qui t'a fait, et le peuple ne te fera pas ». Mais ça, aujourd'hui, tout le monde est dans ça. D'ailleurs, une vidéo sur Xavier Bertrand va peut-être arriver. Alors, tu n'oublies pas de t'abonner, d'activer la cloche. Merci.
ce cas-là. Bien sûr. Alors que la démocratie, messieurs, s'impose comme le régime politique idéal dans le monde, de nombreux régimes autocratiques perdurent. Je cite la Chine, la Russie, la Turquie, le Venezuela, Corée du Nord, Congo, Tchad, Syrie, Égypte. Comment expliquer ça? Vous auriez pu ajouter la France aussi. C'est-à-dire que les pays dans lesquels... Oh Michel, tout de suite Michel, arrête. Arrête s'il te plaît, nous fais pas le coup là. Là c'est bon, il reprend ses accents gauchistes. Tout le monde qu'il est autoritaire, tout le monde qu'il est vilain, et on est tous dans un état autocratique. Et quand vous ouvrez un journal 9 fois sur 10, vous avez la même information, c'est-à-dire la même désinformation, c'est-à-dire la même propagande. Quand on vire des gens parce qu'ils ne pensent pas comme le politique... Non, Michel, si tout le monde a la même information, c'est peut-être aussi parce que c'est la bonne information, d'accord? Ok, tu me dirais, on ouvre un journal, tout le monde a le même édito. Là, c'est vrai que je me pose des questions. Mais en même temps, si l'Humanité, Libération, L'Opinion, Le Figaro, Minute, etc., avaient tous les mêmes éditos, oui, là, on pourrait clairement s'inquiéter. Mais on sait bien, toi et moi, que ce n'est absolument pas le cas. Et si on trouve généralement les mêmes informations dans les journaux, c'est peut-être parce que c'est l'information que tout le monde a, en fait. Tu vois? Enfin, moi, je dis ça, hein. Je dis rien, Michel. C'est sûrement de la désinformation. Allons tous sur Internet voir les conspis. Ils répandent la bonne parole. Politiquement correct impose de penser. Quand dans la justice, on voit bien qu'il y a une justice de classe, etc. Quand on recule dans les classements internationaux pour la liberté de la presse, il faut arrêter de dire, regardez, ces pays illibéraux, alors que nous serions dans le libéralisme. Le jour où les Français votent au référendum contre l'Europe en disant on ne veut pas de ce traité européen, on leur dit bah, ton référendum, on va te le mettre à la poubelle et tu l'auras quand même. En 2008, on lui dit on va t'envoyer les élites, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, pour passer par-dessus ta tête et tu auras ça. Onfray, tu mélanges justement la libéralisme et la démocratie. Hein. Enfin, tu mélanges beaucoup de trucs là dans tes phrases. Hein. C'est un peu le bordel. Quand les gens descendent dans la rue en disant les gilets jaunes, en disant mais on va pas pouvoir nous payer plus cher le litre de gasoil parce qu'on n'a pas d'argent, dès le 15 on n'a plus de sous, qu'est-ce qui se passe? On leur envoie la police, puis on leur envoie pire, on leur envoie la CGT, le Sud, la France Insoumise et tous les gens qui captent tout ça, un peu comme avec la Commune. Hein. Je veux dire vraiment, les Versaillais ne sont pas ceux qu'on croit, les Versaillais étaient des républicains, n'oubliez pas. Et donc les Versaillais sur les gilets jaunes, on a vu ce que c'était, comment ça a fonctionné. Les pauvres gilets jaunes, ils ont fait quoi? Ils sont rentrés chez eux et ils ont continué à ne pas pouvoir acheter des jouets de Noël à leurs enfants, etc. Donc la France, pays de la démocratie, non merci. Je veux bien qu'on aille s'occuper de... Quel est le rapport entre le pouvoir d'achat des gilets jaunes et la démocratie? Et puis, enfin, tu dis, on leur envoie la France Insoumise. Non, il n'y a personne qui leur envoie la France Insoumise. C'est la France Insoumise qui s'est envoyée toute seule comme tous les autres partis et qui a voulu récupérer des trucs. Et personne leur a envoyé la France Insoumise. Après, on leur envoie la police. Bah écoute, oui, ça peut être contestable. Généralement, on encadre les manifestations avec la police, surtout quand il y a des violences. Donc je ne sais pas, ça me paraît pas non plus ultra choquant. Dans toutes les démocraties, ils le font. Alors peut-être qu'on l'a mal fait. Hein. Ça, c'est un autre débat. En tout cas, je comprends pas trop tes arguments là. C'est un peu fouillis, mélange. Voilà, les mecs, ils ont pas assez de pouvoir d'achat, donc on n'est pas en démocratie. Hein? Non, là, je comprends pas. Désolé. De la Corée, je veux bien qu'on aille s'occuper de la Chine en disant les pays libéraux quand même, mais qu'on aille voir chez nous comment ça fonctionne. Moi, j'ai gagné plusieurs caisses de champagne en disant qui serait élu au second tour des présidentielles depuis plusieurs années. Il suffisait juste que je dise... Oh là là, quel génie. Nostradamus Onfray le poulpe. C'est bien, t'as deviné, bravo. Et alors? Ça veut dire que quoi? Hein? Vas-y, dis-le. Dis-le, il y a un establishment qui contrôle le monde, vas-y. Ce sera un candidat maastrichtien. Après, on s'en moque, que ce soit Sarkozy, Hollande, c'est la même politique. On fait semblant de dire « Oh là là, quel or !» Onfray, le seul candidat anti-Maastricht à l'heure actuelle, il s'appelle François Asselineau, il fait moins de 1% dans les urnes. Alors franchement, moi je veux bien. Hein. Je veux bien. Mais bon, arrive un moment, oui, si tu pars de ce postulat-là, ça va forcément être un candidat maastrichtien. À moins que tu considères Marine Le Pen comme étant anti-maastrichtienne. Mais... c'est peut-être contestable. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, elle n'a pas envie de sortir de l'Union européenne maintenant. Elle en veut plus.
horreur, c'est pas Jospin, oh là là, c'est Chirac, oh, l'humanité en eût été changée, etc. Rigolez ou quoi? Donc une démocratie dans laquelle on a le choix entre bonnet blanc et blanc bonnet, c'est pas une démocratie. Donc moi je veux bien faire les procès de tous les pays du monde, j'aimerais bien qu'on commence par faire le nôtre en disant que, j'ai écrit un livre là-dessus d'ailleurs, qui est une relecture d'Orwell à la lumière de ce qui se passe chez nous en France, ça s'appelle Théorie de la dictature, et où je dis non, hein, on ne va pas donner de leçons au reste du monde, notre démocratie est en bien mauvais état. Bon, parlons, là aussi on fait, là franchement... Enfin, je trouve que c'est quand même assez fantastique de dire qu'on n'est pas en démocratie juste parce que tous les candidats qui sont élus sont pas les candidats que tu voudrais voir, tu vois. Ça, vraiment, c'est un argument, franchement, ça fait gamin de 15 ans. C'est le môme là qui est en train de manifester qui dit non mais moi il n'y a pas de candidat communiste qui arrive au pouvoir, c'est vraiment nul, il n'y a pas de candidat qui est contre le capitalisme, qui est contre ci, qui est contre ça, alors que moi je veux ça. Ah, c'est forcément qu'il y a une manipulation. Non, Michel, les gens choisissent, ils ont le choix, d'accord? Si les gens voulaient choisir Marine Le Pen, ils avaient qu'à choisir Marine Le Pen, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ils avaient qu'à, aux législatives, voter autre chose que La République En Marche. Et à un moment, faut arrêter. Aux États-Unis, les mecs, ils ont un tour, hein, avec un scrutin en plus, plus que contestable. Nous, on a 2 tours de présidentielle et 2 tours de législative. Et après, les gens arrivent quand même à se plaindre en disant non, je suis pas content. Ah bah, désolé pour toi. T'avais qu'à trouver un candidat qui allait mieux passer. Alors ça veut pas dire que le système est parfait, hein. Le système doit probablement être changé. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de dire puisqu'il n'y a pas mon candidat à moi qui est anti-Union Européenne qui arrive au pouvoir, bah alors la France peut être comparée au Venezuela, à la Chine et à la Corée du Nord. Bah non, désolé. Désolé Michel. Alors, je suis d'accord, on n'a pas de leçon à donner au monde, je le répète tous les soirs. Maintenant, je ne suis pas d'accord, enfin, comment vous dire, je pense que notre démocratie est très malade, mais pas exactement pour les mêmes raisons. Je suis d'accord avec vous sur l'histoire du référendum, etc. Évidemment, c'était un scandale démocratique, on est d'accord. Mais je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, la démocratie, tout le monde se réfère à la démocratie, paradoxalement. C'est la grande victoire de la démocratie. C'est que même les régimes les plus totalitaires, même les Chinois se déclarent démocratiques. Bon. Deuxièmement, ouais, et justement, ça empêche les gens de réfléchir et de se poser la question de ce qu'est vraiment la démocratie. Et donc, on mélange tout et n'importe quoi dans la démocratie. Et après, on a le droit à des phrases comme ça où ça n'a ni queue ni tête. Mais bon. Ça, bien évidemment, on s'en fout. On est tous pour la démocratie, de toute façon. Hein? À quoi bon se poser des questions? Personne ne se déclare dictature. Alors que, Michel connaît ça mieux que moi encore, la dictature romaine avait ses lettres de noblesse. Zemmour, Rome, c'était il y a longtemps. Elle n'est pas du tout un régime médiocre ni infamant. Elle est inscrite dans le temps, la dictature Exactement, romaine. on est d'accord. Alors que la dictature... On est d'accord. Elle est inscrite dans un temps court et... Pour un projet. Pour un projet, exactement. Elle est mandatée par le... Alors qu'elle a été dévoyée dans l'ère moderne, quoi. On est d'accord. Maintenant, moi, je pense 2 choses. Je pense que ce que les Européens appellent des dictatures ou des régimes illibéraux, c'est parce que de nombreux pays et de nombreuses civilisations veulent et entendent bien s'émanciper du modèle occidental pour 2 raisons. D'une part, parce qu'elles le pensent décadent, c'est notre discussion du début, et je suis d'accord avec eux. Et deuxièmement, parce qu'elles veulent restaurer leur propre civilisation et leur propre régime qui serait le produit de cette civilisation. Je parle des... Alors Zemmour, si tu penses comme eux que la civilisation occidentale est décadente et que le modèle démocratique est décadent, mais je comprends pas pourquoi tu vas pas ailleurs. T'es pas français là. Pourquoi t'es pas européen? Tu défends ta civilisation, mais en même temps en lui disant ah bah finalement en fait son modèle il est nul et autant il est décadent. Je préfère limite que tu me sortes ah bah écoutez je pense que voilà la démocratie c'est nul et je suis royaliste. Voilà. J'ai envie de revenir à la monarchie française. Ah, je me dirais au moins il y a une cohérence, tu vois. Mais venir dire ouais les autres pays sont trop géniaux et tout et nous on est décadent notre modèle. Mais je défends notre modèle. Ah, je me dis tu fous de la gueule du monde. Ou alors t'as intérêt à avoir une bonne solution pour le défendre. Chinois, je parle des Indiens, je parle des Turcs ottomans, enfin, on s'est compris avec Erdogan, je parle même du monde musulman, etc. Chaque civilisation veut retrouver son propre génie,
Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, je pense qu'effectivement, nos régimes de démocratie libérale sont malades pour une raison simple. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense que c'est paradoxalement la victoire de Tocqueville qui est devenue le problème. Ah, j'aime beaucoup cette phrase de Chesterton qui dit « Le monde est plein de vertus chrétiennes devenues folles ». Eh bien moi je pense que le monde est plein de vertus tocquevilliennes devenues folles. Attention. Attention, Nostradamus est là. Je m'explique. Depuis un siècle et demi, on a dit, à la suite de Tocqueville, et c'est Tocqueville qui avait raison, la démocratie a un danger, c'est la dictature de la majorité, qui va marginaliser la minorité, etc. Grand texte de Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution, etc. Magnifique, la démocratie en Amérique, il a tout compris avant tout le monde, avant Marx, avant tout. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il nous dit comme solution? Il nous dit, c'est très simple, vous prenez les juges, il dit c'est l'aristocratie, la dernière aristocratie, vous prenez des associations et vous prenez la décentralisation. C'est exactement ce qu'on a fait. Et moins bien qu'ailleurs, je vous l'accorde, je vous l'accorde qu'on garde un État central. Beaucoup moins bien qu'ailleurs, Zemmour. Beaucoup moins bien. Soyons honnêtes. Mais reconnaissez avec moi que notre État central est corseté. Non, je vous assure, il est corseté comme Gulliver, que la majorité est tenue en laisse par les minorités. Les minorités que je dénonce soir après soir, tous les groupuscules féministes, LGBT, antiracistes, décoloniaux et compagnie. Toutes ces minorités-là ont pris la réalité du pouvoir avec la complicité des médias et des juges. Ce que je veux dire, c'est que la démocratie, telle qu'on l'avait inventée, qu'on l'avait renouvelée, modernisée, c'était quand même le pouvoir de la majorité avec le respect de la liberté. Aujourd'hui, nous n'avons plus de respect des libertés, comme vous l'avez dit, mais nous n'avons plus non plus le pouvoir de la majorité qui est complètement tenu en laisse par une oligarchie, d'abord judiciaire, ensuite médiatique, ensuite associative. C'est pour ça que je vous dis, c'est paradoxalement la victoire de Tocqueville qui nous ramène à une forme de dictature et de régime qui n'est plus démocratique car le peuple n'a plus le pouvoir. Moi, je pense qu'il y a deux Tocqueville et que les deux ont tort. Il y a le Tocqueville de la démocratie en Amérique, qui dit effectivement que la crainte dans la démocratie, c'est la tyrannie des majorités. Il a tellement tort qu'aujourd'hui, c'est la tyrannie des minorités. C'est ce que je vous dis. Ah oui, non. Non, moi j'aimerais que la majorité soit tyrannique à l'endroit des minorités. C'est à un moment donné. C'est la tyrannie des minorités. Oui, c'est donc que Tocqueville a eu tort. Eh bien oui, c'est ce que je vous dis. Vous avez dit c'est le triomphe de Tocqueville. Oui, c'est qu'il a gagné. Et il a gagné est une catastrophe. Non, il a dit, sa victoire. Il a dit que le risque, c'était le triomphe de la majorité. Oui. Et aujourd'hui, c'est le triomphe des minorités. Je me suis fait mal comprendre. Ce que Zemmour essaie de dire, c'est que Tocqueville avait peur de la dictature de la majorité. Il a défini les idéaux libéraux pour contrer cette dictature de la majorité dans la démocratie. Et finalement, c'est le libéralisme qui l'a emporté dans la démocratie. Et donc, sous-entendu, c'est Tocqueville qui l'a emporté. Mais ce que Zemmour veut dire, c'est que la dérive tocquevillienne, c'est la tyrannie de la minorité. Alors après, on a le droit d'être d'accord ou pas, hein, mais je résume. Ce que je veux dire, c'est que les solutions qu'il donnait pour éviter la tyrannie de la majorité, c'est ce qu'on a, et on a du coup la tyrannie de la minorité. Donc c'est sa victoire qui est une catastrophe pour nous. Non, je reviens sur cette idée que de la démocratie en Amérique dit effectivement... Alors c'est très compliqué, la démocratie en Amérique, on s'ennuie beaucoup. Vous exagérez, c'est un beau texte. Apparemment, Tocqueville écrit très bien. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment très envie de le lire, pour le coup. Et apparemment, tout le monde me dit qu'il écrit très bien, donc... Franchement, c'est la première fois que j'entends un mec qui dit « Je me suis ennuyé en lisant Tocqueville ». C'est très bien écrit en plus. Non, moi, je préfère le second dont je vais vous parler. Non, moi, je préfère les souvenirs, mais bon. Ah oui, avec les deux, c'est le troisième. Les souvenirs, il raconte sa vie, donc c'est formidable, c'est vachement plus vivant et tout. Ouais, et puis ça justifie ses prises de position politique. Absolument. Dans la rue, ce qui se passe. On est d'accord, on est d'accord. On l'attend, etc. Puis son récit de la Révolution de 48 est formidable. Très, très intéressant. Il nous reste 15 minutes, c'est passionnant. Je vais très vite sur ça. Dictature de la majorité et il a tyrannie de la tort, parce minorité. qu'il annonce la tyrannie des majorités, alors qu'elle a, c'est la tyrannie des minorités. On dit la même chose, mais on le dit à l'envers. Bon, d'accord. Et deux, pour moi, c'est son grand livre. Outre les souvenirs, je suis d'accord, mais on est sur un autre registre existentiel, de philosophie politique. C'est vraiment un livre très intéressant, Souvenirs, bien sûr. Mais l'Ancien Régime et la Révolution est un livre
moi, quand j'ai lu ça, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais il n'est pas question de Robespierre, de Marat, de Danton, du roi. En fait, c'est un très grand livre sur la Révolution. Ah, Et je me dis, mais rien n'a changé. Pour quelle raison? Parce que le jacobinisme continue. A repris la monarchie. La centralisation, voilà. La centralisation des Philippe le Bel continue et les Jacobins, etc. Mais la solution qu'il donne est toujours la mienne. C'est-à-dire que lui, c'est un vrai Girondin, décentralisateur, mais... Bah normal, Michel, c'est un libéral. D'ailleurs, il va falloir m'expliquer pourquoi tu dis qu'il échoue alors que tu es d'accord avec ses solutions. La décentralisation ne doit pas venir de l'État jacobin. Oui. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que quand c'est l'État jacobin qui dit « je décentralise », il dit « je vous laisse la vaisselle, les poubelles à descendre, je vous laisse le nettoyage des parties communes, et puis le reste, c'est moi qui vais décider de la gestion du budget, etc. » Et donc, je dis « mais si c'est ça la décentralisation, regardez, les régions aujourd'hui, elles font quoi? Elles gèrent le remplissage des chemins, l'éclairage public, le fonctionnement des collèges et des lycées, 2 ou 3 petits trucs de formation, etc. » Comme Tocqueville disait, appuyons-nous sur les paroisses anciennes du christianisme, et puis faisons de telle sorte qu'il y ait un communalisme libertaire. Il y a chez moi, dans mon village à Chambouin, un mot qui s'appelle le plénitre. Personne ne connaît le plénitre. Personne ne connaît ce mot, parce qu'en fait, j'ai une amie qui s'occupe de droit normand, à qui j'avais demandé un peu ce que ça signifiait. C'est, au bout du champ communal, un terrain qui appartient à tout le monde, dans lequel tout le monde peut utiliser. C'est les fameux communs du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge, issus des Vikings. D'accord. Et comment vous appelez ça? Plénitre. Plénistre, mais c'est plénitre. Mais c'est un mot normand uniquement? Oui, avec un accent circonflexe. Et le plénitre est un lieu extraordinaire, parce que c'est effectivement un lieu de communauté communale dans lequel on peut justement fabriquer une autre démocratie alternative. Éric Zemmour. Et la démocratie alternative de Tocqueville n'est pas du tout François Bayrou, Macron ou... je pense que vous vous trompez. Il se trompe, oui. Il se trompe, en fait. Il n'a pas compris. Alors... Non, je dis pas qu'il se trompe, c'est-à-dire je dis pas que Tocqueville égale Macron ou Bayrou, mais ce que je veux dire c'est Tocqueville égale libéral, Tocqueville égale pas gauchiste libertaire. Il y a un moment, Tocqueville il était membre du Parti de l'Ordre qui était un putain de parti de droite à l'époque. Alors parlons, il y a un moment, voilà. Mais qu'il y avait rien d'un gauchiste. Alors, après on peut trouver des points communs, la décentralisation par exemple, oui. Mais de toute façon, il est tout à fait possible de trouver plein de points communs entre la gauche et la droite. Je ne crois pas qu'il y ait de barrière impossible à franchir. Mais simplement, voilà, Zemmour a raison, c'est Tocqueville et libéral. Je pense qu'en France, en tout cas, après 1000 ans de centralisation, je vous l'accorde, monarchiste et républicaine et impériale, il ne faut pas l'oublier. Antipopulaire. Non, c'est pas antipopulaire, le peuple était d'accord. Non, il n'est pas d'accord. Mais on ne lui demande pas son avis. On ne mais c'est pas vrai, je vous assure, quand il vote... La Révolution française, elle est faite par 2000 personnes. Je sais, mais les Français se soumettent. Ils n'ont pas le choix. Quand vous travaillez, vous avez autre chose à faire. Regardez, quand on lui demande de voter pour la régionalisation, il vote contre De Gaulle, en 69. Il fait un vote politique. Oui, pour se débarrasser de De Gaulle. Entraîné par Mitterrand, par le Parti communiste qui vote non, et surtout par les gens qui à droite n'en veulent plus. C'est-à-dire clairement Giscard, et de manière un peu plus feutrée, Pompidou. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas le peuple. Non, mais c'est pour vous. Je pense que vous vous trompez. Et que nous avons un monde tocquevillien, en tout cas un monde tocquevillien dans le cadre français et dans le contexte millénaire français. Non, on n'est pas encore sous un monde tocquevillien en France, hein, Zemmour. Et que ce monde tocquevillien, justement, est une des causes du mal-être démocratique français et occidental d'ailleurs. Nous avons un monde saint-simonien, pas tocquevillien. C'est pas incompatible. Ah bah si. Il nous reste 12 minutes. Il nous reste 12 minutes, messieurs. Ou bien je vous relance sur la dictature et démocratie, ou bien on parle du pape François. Que préférez-vous? On n'a pas parlé de la culture. Non, on a sauté parce qu'on était trop long. J'ai vu qu'elle avait sauté le sujet. Alors? Vous voulez parler de la culture? Vous voulez parler de la culture ou du pape? Il nous reste 10 minutes. Oui, parce que je trouve que c'était un peu dans... Sur le déclin, vous voulez revenir en arrière, si vous voulez? Non, c'est pas... Non, parce qu'on peut parler du pape, on peut finir sur le pape. Puisque revenir en arrière. Non, moi je m'en moque. Alors, je décide. On va parler du pape François. Allez. Puisque vous avez lancé... Non, mais je dis ça parce que vous avez lancé... Tout de suite, vous avez abordé le déclin sur le déclin judéo-christianisme. Voilà. Symbole d'ouverture et d'humilité pour les uns, démagogue et gauchiste pour les autres, le pape François ne laisse pas indifférent. Que penser de lui? Son talent n'est-il pas d'avoir remis justement l'Église sur le devant de la scène médiatique?
c'est un Greta en robe, si je voulais faire une plaisanterie, le pape François, mais c'est le politiquement correct totalement incarné. Excuse-moi Michel, le politiquement correct, il me semble qu'il a dit quand même que avorter, c'était comme envoyer un tueur à gage pour tuer un enfant. Alors, on a le droit d'être contre l'avortement. Mais la comparaison est quand même un petit peu excessive, tu ne crois pas? On se demande vraiment s'il était C'est pas très politiquement correct, je veux dire. inventé par les guignols de l'info ou s'il existe véritablement. Enfin, quand on pense que cet homme est censé être inspiré par l'Esprit Saint. Et pourquoi? L'autre jour, il a rencontré un ayatollah, il a trouvé formidable qu'il se lève pour lui dire bonjour. Vous vous rendez compte, le pape qui nous dit on m'a dit qu'il ne se levait jamais pour recevoir les gens, il s'est levé 2 fois pour moi. Oh, c'est quand même sympa, il est cool. L'ayatollah Sistani, on se dit, mais c'est le pape qui dit ça. Rappelez-vous, il y a encore pas très longtemps, Benoît XVI, lui, faisait un discours à Ratisbonne où il renvoyait à Manuel Paléologue, qui était une lecture extrêmement intéressante à faire, et il a payé ça très cher. Les fesses lui en cuisent encore, puisqu'il est plus pape. Et il faudrait se demander un peu pourquoi. Et je pense que là, on a un pape de l'état profond. Tout est formidable, c'est-à-dire il est un peu macronien, un peu oui, un peu non. N'oublions pas qu'il est jésuite. Et que... Un pape macronien de l'état profond. Attention. Là, j'attends l'intervention des Illuminati et de Jacques Attali. Ceci explique cela. Mais lui, il défend une église qui est universelle, donc il se moque un peu de l'Europe. Pour lui, l'Europe est perdue. Il se dit démographiquement, de toute façon, il vaut mieux jouer la carte de la Chine. L'Amérique latine, surtout, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, dans la Chine, il dit à la Chine, vous allez pouvoir nommer les évêques, je vous laisse faire ce genre de choses. Donc, on retrouve la grande tradition jésuitique. Les droits de l'homme, ça ne marche pas en Chine. Hein. Quand il s'agit de dire Marine Le Pen, extrêmement dangereux pour la France. Mais le patron de la Chine, c'est pas du tout dangereux pour l'équilibre du monde. Hein. Ah, pas du tout. Là, d'un seul coup... C'était bizarre, cette imitation de chinois-là. Marine Le Pen, extrêmement dangereux pour la France. C'est... Attention, là, tu vas te faire striker par les vilains gauchistes. Il n'y a plus du tout de problème. Et on dit d'ailleurs à ces gens qui sont les patrons de la Chine que s'ils veulent bien nommer les évêques chrétiens, catholiques, ce sera avec l'amitié du pape François. Enfin, on marche sur la tête. Messieurs, moi, je ne suis pas chrétien, mais je pense que à son rôle spirituel. C'est l'antéchrist. C'est l'antéchrist, putain. Je vais dans le même sens que Michel. Je pense que, et je lui prêterais même plus encore de machiavélisme jésuitique. Oui. C'est-à-dire que, oui, je pense que pour lui, d'abord, il n'aime pas l'Europe. Il n'aime pas la France, c'est un Sud-Américain. Il y a beaucoup de Sud-Américains qui adorent la France et qui adorent l'Europe, mais ce n'est pas son cas. Deuxièmement, je pense qu'il est de cette tendance de l'Église. Il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec lui, hein, comme le cardinal Saha, etc. Mais lui pense que, comme c'est le christianisme qui a fait l'Europe, et on ne peut pas lui donner tort, puisque l'Europe se déchristianise, l'Europe doit mourir. Et autant donner l'Europe à l'islam en gage de ce que l'islam laissera le christianisme se répandre en Afrique, etc. Et en gage aussi que le christianisme se répandra en Chine. Je veux dire... Alors là, franchement, je connais pas assez le pape François, mais j'aimerais bien savoir d'où ça sort, ça. C'est-à-dire, le mec dit, texto... Ah ouais, vous savez, bon, nos territoires chrétiens, on peut les abandonner à l'islam. Hein. Je suis là, dis donc, lui, il veut que son business fonctionne. Hein. C'est un peu comme si tu avais un carré VIP de clients, tu vois, les mecs ultra fidèles, et tu disais, non, vous, c'est bon, on vous abandonne, on va chercher les nouveaux clients, là, les anciens, vous nous servez plus à rien. Ah bon? Et en plus, vous savez quoi, on va vous servir sur un plateau à d'autres concurrents. Il a une belle façon de faire du commerce, le pape François. Par là que un Yalta spirituel. Comment? Un Yalta spirituel. Exactement. Je pense qu'il est dans cette logique-là et que ça ne le gêne pas, qu'il voit ça sur... vous savez, il y avait un magnifique livre, c'est mon livre préféré de Simone de Beauvoir, c'est « Tous les hommes sont mortels ». Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre, c'est très amusant. C'est un jeune condottière de la Renaissance qui boit un filtre d'éternelle jeunesse. Et il repasse le temps, il passe au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Et il a un seul problème, c'est que quand il tombe amoureux d'une jeune femme, eh ben, elle est mortelle, et donc elle va mourir. Donc il refuse de tomber amoureux. Mais il y a une autre leçon, c'est que finalement, comme il est immortel, il se prend pour Dieu.
Et que donc, il n'a aucune compassion pour les êtres humains. Il peut y avoir des milliers de morts, des millions de morts, il n'en a rien à faire, puisque lui, il a un grand projet, en l'occurrence, c'est l'Europe, etc. Et bien, je pense que le pape, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il a une espèce de grand projet géostratégique, que l'Europe, là-dedans, qu'elle disparaisse, ou plutôt que l'Europe soit soumise à l'islam, ne le gêne pas, et que l'important, c'est la vision globale qu'il a du monde. Et s'il donne une couleur tolérante à la chrétienté face à l'islam, il pense qu'il aura des compensations ailleurs, exactement comme un Yalta, comme la fameuse scène entre Churchill et Staline, quand ils se divisent l'Europe sur un bout de papier. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça. C'est vrai. Enfin, pardon Zemmour, à la base quand même, le christianisme c'est quand même l'image de lutte contre l'argent, lutte contre la pauvreté, accueillir son prochain. C'est tout ce qu'il y a de plus tolérant en somme. Enfin, après tout dépend ce qu'on met derrière le mot de tolérant, mais j'entends tout ce qu'il y a de plus voilà, de gauche. Mon Dieu, j'ai dit le mot. Il est d'une extrême naïveté. C'est ce que Benoît XVI aurait pu lui dire. C'est le cynisme, la naïveté des cyniques, oui. Ouais, sans doute. Je pense qu'il est plus naïf que cynique. Quoi. Ah, vous croyez? Moi, je le pense plus cynique. Il n'a pas compris ce qu'est la nature guerrière de l'islam. Moi, je pense qu'il ne veut pas comprendre. Je vous dis, il laisse... Il se dit qu'après tout, le christianisme, c'est pour l'éternité et qu'ils iront ailleurs. Comme je vous dis, comme l'Europe n'est plus chrétienne, elle ne sert plus à rien dans son regard. Et le pape peut-il être seulement le représentant des ambassadeurs des catholiques et ambassadeurs des catholiques? Il devrait l'être. Normalement, ça devrait être ça. Jadis, c'était le meilleur service de renseignement. Ils avaient une connaissance de la totalité de la planète et ça leur permettait d'agir. On pouvait agir quand on était envoyé par le Saint-Siège et la diplomatie secrète du Saint-Siège a fait beaucoup, dans le meilleur et dans le pire. Elle aurait pu faire beaucoup si effectivement on avait eu un Benoît XVI, notamment dans des endroits comme cela, mais avec pour le coup, je dirais cynisme et pas naïveté, parce que pour moi, si on est l'un, on n'est pas l'autre et vice-versa. Et le cynisme lui consistait à dire, j'ai lu le Coran, j'ai lu les hadiths du prophète, j'ai lu une biographie de Mahomet, et puis je connais un petit peu l'histoire de la conquête. Je sais que je n'ai pas affaire à un adversaire gentil. Et que le Jésus qui dit... Ouais, mais là, on ferait... Bon, franchement, il faut être objectivement honnête. La religion, c'est plus un marqueur d'identité que véritablement une croyance que les gens croient réellement. Et pardon, excuse-moi, mais aujourd'hui, t'as plein de musulmans qui n'ont pas lu le Coran ou qui sont gênés objectivement à l'idée d'aborder certaines choses qui pourraient être négatives dans le Coran parce qu'ils ont bien assimilé le fait que bon, c'était pas trop entre guillemets politiquement correct, voilà. De la même façon, il y a plein de chrétiens qui savent que ce qu'il y a dans la Bible, c'est du bullshit. Enfin, pas tout, hein, mais une grosse partie des trucs. Ils sont pas débiles. Ils ont bien compris certaines choses. On peut très bien être musulman ou être chrétien et être critique vis-à-vis de sa religion. Enfin, j'espère, parce que sinon c'est très inquiétant. Et je pense que quand même il doit y en avoir. Alors après, oui, bien évidemment, il y a des fous malades, il y a des illuminés. Bon, mais ces gens-là, ils sont fous. Frappez-moi sur l'autre joue, c'est pas du tout Mahomet. Non. Lui, il coupe la tête. Mahomet, Jésus dit allez-y, quoi. Quand vous avez un personnage... Oui, mais vous savez, Michel, je pense que, pardon, je vous interromps, je pense que le pape François sait cela, mais qu'il n'en a cure. C'est pour ça que je dis que c'est un mélange de naïveté et de cynisme. Mais il en a cure parce que les musulmans, ils vont pas tous couper la tête de ceux qui croient pas. Hein. Mec, faut vous calmer. Hein. Non, mais je sais que voilà, vous avez le droit de fantasmer l'idée qu'il y a une civilisation islamique qui peut, comment dire, renaître de ses cendres et tenter d'attaquer l'Occident. Mais ça veut pas dire que les mecs sont tous débiles. Si tu vois, d'ailleurs, il y a des musulmans, ils sont en mode ouais, je suis musulman parce que je mange pas de porc, quoi. À peu près. Hein. Je caricature et je fais la prière, tu vois. Voilà, comme si ça résumait, ils pourraient être juifs, les mecs, en fait. Il y en a qui ont jamais lu le Coran. Alors là, je pense que les gars, vous fantasmez à un point. Vous fantasmez peut-être pas la civilisation islamique, mais vous fantasmez le fait que le musulman soit en mode ouais, non mais attention, je suis Mahomet, je suis les dogmes du prophète. Non, ça se passe pas comme ça. Et pourquoi il semble... Il en a cure parce que pour lui, les Européens ne sont plus
un continent intéressant, puisqu'il s'est déchristianisé. Donc il a renoncé à son génie, puisque l'Europe, c'est le christianisme. Moi, je ne comprends pas son fonctionnement. Par exemple, ce qu'il a dit sur Marine Le Pen, je me dis, mais il y a des dangers en France, peut-être des dangers avec peut-être Mélenchon, par exemple. Alors, sûrement pas l'écologie, mais pourquoi il voit des dangers uniquement chez cette femme, qui, pour le coup, est en train de s'ultra-chiraciser. Absolument. Schengen, formidable, l'Europe, formidable, l'euro, très bien, Frexit, on n'en parle plus. L'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. Oui, c'est Chirac, c'est Robert Pandreau, Pasqua, enfin, c'est ça, quoi. Puis elle arriverait au pouvoir que ce serait Giscard, au bout du compte. Donc, ce serait Sarko et Hollande. Et donc, et d'un seul coup, il dit, oh là là, fascisme là-bas. Et on dit, mais il y a quand même des gens bien plus dangereux pour l'avenir de la France. Il ne les voit pas. Et il ne dit pas que ces gens-là sont dangereux. Mais c'est bien ce que je vous dis. Non, parce qu'il ne veut pas les voir. Eh ben moi, je ne peux pas imaginer qu'il n'ait pas derrière la tête. C'est un jésuite qui prend justement un nom de franciscain. Et il a un projet. Mais lequel? Moi, je vous ai dit le projet qu'il a. Ça ne peut pas être ça. Parce qu'il aurait pu imaginer d'ailleurs qu'il puisse reconstituer une Europe chrétienne, notamment avec Poutine. Et c'était tout à fait envisageable. Je pense qu'il n'y croit une Europe de l'Atlantique à l'oral. Il n'y croit pas. Ah oui, mais c'était son boulot de pape. Quand on se lève le matin et que finalement on gère une entreprise qui a 2000 ans et qu'on veut lui donner 2000 ans d'existence encore, on fait le nécessaire pour que ça dure et pas le nécessaire pour dire je sacrifie ma pièce. Oui, les joueurs d'échecs, il dit je sacrifie ma dame, mais parce qu'il va y avoir échec et mat dans 10 coups. Oui, c'est ça. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense aussi. Le mat, ce sera pour lui. Au début, personnellement, je voulais pas trop croire les gens qui disaient ouais, Onfray, il est de droite ou il est réac. Parce que je me disais, bon, déjà, il a le droit de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, je m'en fous. Puis je me dis, le mec se revendique de gauche, il a l'air quand même d'avoir des idées de gauche. Voilà. Et puis moi, j'ai pour principe que quelqu'un dit qu'il est quelque chose, j'ai la bonne foi de le croire. Voilà, et c'est pas parce qu'il est critique de son propre camp qu'il n'en est pas. Et d'ailleurs, je trouve ça quelque chose d'extrêmement positif, d'être critique de son propre camp. Mais là, c'est vrai que plus je l'écoute, plus je me dis, il est quand même un poco de droite, le petit. En tout cas, il y a un virage, quoi. C'est ce que je pense aussi. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est un mélange de naïveté et de cynisme. C'est la fameuse maladresse des demi-habiles, vous savez, de Pascal. Et vous êtes en train de me dire que le pape, il ne peut pas sortir de son rôle spirituel, justement, selon vous? Le pape est toujours sorti. Il ne doit pas prôner. Il a toujours eu un rôle politique depuis 1000 ans. Mais si vous voulez, on voit bien la différence. Il y a 1000 ans, dans à peu près les mêmes circonstances, d'ailleurs, de façon différente, quand l'islam menace Constantinople une première fois, ça donne l'appel à la croisade en 1090, je crois, et le pape a un rôle éminemment politique, puisqu'il appelle à une guerre, etc. Donc on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas faire plus politique. Donc les papes ont toujours eu un rôle éminemment politique, mais vous voyez, la différence, c'est que là, mais je répondrai moi-même à ma réserve, à l'époque, l'Europe est complètement chrétienne, et donc le pape défend l'Europe chrétienne contre l'islam qui va subvertir et dominer cette Europe chrétienne. Aujourd'hui, le pape ne défend plus l'Europe car elle n'est pas chrétienne. C'est ma thèse en tout cas. Je ne suis pas dans sa tête, mais voilà comment j'analyse son comportement. Moi, j'ai lu le catéchisme. Et comment interrompre le déclin de l'Église, justement? Ça, je pense que c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus de possibilités. Il y a encore... Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une sorte de christianisme quand même, nouveau christianisme. Oui, j'ai dit l'Afrique, la Chine et tout, mais Michel dit que ce n'est pas le vrai christianisme. Je pense qu'en Europe... Non, mais je pense qu'en Europe... christianisme romain. Oui, j'ai compris. Je pense qu'en Europe, il y a des catholiques qui ont une foi sincère. Alors, évidemment, ce n'est plus le catholicisme d'avant, c'est-à-dire que ce n'est plus le catholicisme de tout le pays, majoritaire, etc. C'est devenu une minorité parmi les autres minorités. Mais ce sont des gens souvent admirables, qui ont une foi sincère. Alors, ils sont d'ailleurs assez partagés. J'observe ça, je trouve ça très intéressant d'ailleurs. Il y a une vraie lutte au sein du monde catholique français entre ceux qui pensent, comme le pape François, que l'important c'est l'autre, avec un A majuscule, et qui donc sont les idiots utiles de la conquête islamique, et les autres qui sont au contraire, qui rattachent leur foi catholique à l'identité française et qui veulent défendre à la fois la France et le catholicisme, et je me sens évidemment naturellement proche de ces gens. Vous voyez, mais il y a deux, on sera d'accord sur ce combat entre l'immanence et la transcendance.
dans l'immanence, les hommes sont mélangés avec les femmes, on s'embrasse on se fait le baiser de la paix, de l'amitié ou je sais pas quoi, et il n'y a plus de sacré. On tourne le dos au Saint-Sacrement, donc au levant, donc à la lumière, qui est la métaphore de Dieu, et puis on tourne le dos à Dieu, et puis on est avec ses ouailles, alors que jadis, les ouailles étaient derrière nous, et on était intercesseurs, et on allait dans la direction de l'Orient, invoquer la lumière pour faire le passage. C'est-à-dire que pour sauver le christianisme, j'y crois pas plus que pour sauver notre pays, il faudrait ramener du sacré, ramener de la symbolique, ramener de la transcendance. Et ça ne se commande pas. Ça ne se commande pas et ça ne se décide pas. Alors, messieurs, notre émission arrive à sa fin. Un petit mot pour terminer, et ensuite vous aurez le mot de la fin. Alors, peut-être que c'est très optimiste ou très bizarre comme vision, mais je me dis quand même, et c'est l'impression que j'observe, hein. Encore une fois, ça revient même à une réflexion que j'ai fait un peu plus tôt dans la vidéo. Mais si jamais les gens trouvent que leur modèle n'est pas le bon, et il y en aura toujours, ils vont se rebeller contre ce modèle naturellement, ils vont changer leur mode de vie naturellement. S'ils estiment qu'il n'y a pas assez de sacré, ils vont se rééquilibrer par... Enfin, ils vont vouloir chercher un sens à leur vie, ils vont vouloir chercher du sacré. Alors c'est peut-être pas du sacré religieux, hein. C'est pour ça moi j'aime pas trop qu'ils mettent à chaque fois de la religion dans le truc. On s'en fout de la religion. Ce qui compte c'est que disons les gens aient une spiritualité personnelle, ou en tout cas qui prennent le temps de faire de l'introspection, voilà, et de chercher leurs valeurs, de se cultiver, ce genre de choses. Enfin, je pense, hein, pour eux c'est mieux s'il n'y a pas d'obligation. Mais justement, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Si les gens peut-être ne trouvent pas suffisamment de sens à cette société, donc ils se cherchent un sens. Et ils cherchent des groupes qui ont le même objectif qu'eux, la même volonté qu'eux, les mêmes valeurs. Donc je ne crois pas à cette idée que nécessairement, si le catholicisme disparaît, alors c'est la fin de la spiritualité, c'est la fin des valeurs, c'est la décadence. Non. Non. Est-ce que si on promeut l'hypersexualisation de la société, alors la monogamie, les relations amoureuses, l'amour romantique vont disparaître? Peut-être que par effet de concurrence, il y aura tellement de gens qui seront intéressés par des relations sexuelles et pas des relations amoureuses que finalement certains décideront de s'adapter, même si ça leur fait pas plaisir. Mais peut-être que aussi certains vont dire bah non, je refuse ça, et d'autres vont se rendre compte au fur et à mesure que ça leur apporte pas suffisamment de bonheur, qu'ils n'ont pas de famille, qu'ils n'ont pas de structure saine, qu'ils n'ont pas de partenaire avec qui passer du temps, qui tombent pas amoureux, voilà. Et à ce moment-là, peut-être qu'ils se rendront compte, ah merde, finalement, c'est peut-être pas ce qu'il me faut. Peut-être qu'il me faut quelque chose de plus. Et peut-être que naturellement, alors les gens seront attirés par le type de personnes qui défendent ces valeurs-là. Et enfin, pour moi, en fait, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on observe en ce moment. Que vous le vouliez ou non, vous êtes tellement bloqués dans le passé, là, les deux, Onfray et Zemmour, tellement bloqués à l'origine mai 68, que vous observez même pas qu'une partie de la jeunesse se rebelle, alors à juste titre ou pas, ou même sur quel sujet, mais en tout cas, elle n'est pas forcément d'accord avec un monde dans lequel il n'y aurait aucune valeur, où il y aurait... où finalement les êtres humains seraient désincarnés, pas du tout. Ils sont même en train d'accuser en permanence la société. Ah, c'est la faute de la société qui fait ça, c'est la faute de la société qui fait ceci, c'est la faute de la société qui fait cela. Tout le monde met pour responsable la société. Et tout le monde dit, d'ailleurs, c'est la faute de mai 68. C'est la faute, alors, soit du libertarisme culturel, soit du libéralisme économique. De toute façon, il y a toujours un responsable, tu vois. Mais en tout cas, les gens continuent de se rebeller contre cette société. Et il y en a plein qui sont en désaccord avec la façon dont elle fonctionne, et même, j'ai envie de dire, si on prend l'exemple par exemple des relations amoureuses, la monogamie n'a pas disparu. Hein. Alors certes, on divorce plus facilement, voilà, il se passe des choses, mais justement, il y en a plein qui ont vécu des divorces et qui se disent peut-être, merde, putain, j'ai pas envie que ça arrive ça, j'ai pas envie que mes gosses ils vivent ça.
Justement, j'ai envie qu'ils vivent une relation stable. Et c'était une erreur pas de divorcer, mais c'était une erreur en tout cas de divorcer trop facilement sur des coups de tête, de pas fonder une famille avec un partenaire avec qui j'ai envie de vivre ma vie, quoi. Ce genre de choses. Je crois que l'être humain est quand même un peu plus intelligent que ça, et capable de savoir ce qui peut être bon pour lui dans pas mal de situations. Mais bon, après peut-être que j'ai tort. Une petite moralité. On a vu un petit peu le déclin, on a à peine ébauché le déclin culturel, mais on a vu aussi... non, c'est difficile de conclure. Il y a, si vous voulez, moi je suis comme Michel, je pense que l'histoire est tragique, je pense que nous sommes dans un déclin, on a longtemps analysé, lui et moi, ce déclin, mais j'essaye de donner des pistes pour une éventuelle renaissance. Et tout est toujours possible. Vous savez, je pense qu'en 40, les Français se disaient c'est la fin de la France, etc. Et on a ressuscité. Bah pour le coup, je préfère Zemmour à Onfray, parce qu'au moins, Zemmour, là, c'est vrai, il fait l'effort de dire, même si mes solutions... Alors, je sais pas s'il le dit vraiment, mais en tout cas, peut-être qu'il le sous-entend. Même si mes solutions sont pas les bonnes, même si elles fonctionneront pas, j'essaye de me démener pour convaincre les gens que il faut faire ça, il faut faire ceci pour sauver mon pays, en supposant qu'il soit sauvé. En tout cas, pour le sauver. Là où Onfray, il est en mode non, mais en fait, voilà, de toute façon, c'est fini, on va mourir. Autant être fataliste, autant se laisser faire. Ouais, toi, ok, tu meurs en tant que personne, on s'en fout. J'ai quand même envie que mes futurs enfants puissent vivre, que leurs petits-enfants vivent, etc. Et qu'il n'y ait pas de guerre et qu'on soit dans une période de paix. Voilà. Donc, je ne peux pas accepter l'idée qu'il y aurait la disparition d'un modèle qui est positif. Mais après, à supposer que le modèle qu'on défend soit positif et qu'il y ait une disparition. Parce que pour moi, décadence signifie pas forcément disparition. À terme, ça peut l'être. Mais c'est pas forcément le cas. Tout dépend déjà de ce qu'on met derrière décadence ou déclin. Éric Zemmour optimiste. Non, mais c'est une... Comment vous dire ? C'est un effort que je fais sur moi-même. Je pense que j'ai un tempérament tragique, pessimiste, oui. Et je me dis, il faut quand même, tant qu'il y a de la vie, de l'espoir, comme on dit banalement, et essayer de lutter contre ça, essayer de trouver des solutions. Mais c'est... Michel Onfray, le dernier mot. Moi, je pense qu'il faut que la décadence ne passe pas par nous. Et c'est tout. Après, advienne que pourra, de fait, de dire, je ne serai pas l'agent de la décadence. Là où je suis, dans ce que je fais, dans ce que je pense, dans mon rapport à autrui, qu'on reconstitue un surmoi dans lequel effectivement autrui ait des droits, mais pas tous les droits, qu'il ait aussi des devoirs, que j'ai aussi des devoirs à l'endroit d'autrui, qu'il n'y ait pas cette espèce d'atomisation de la société. Je pense que si on fait ça, rien n'interdit qu'un jour, parmi ceux qui diront la décadence ne passera pas par moi, on ne trouve pas quelqu'un qui puisse remettre un peu le train sur les rails. Donc, je résume. Je ne veux pas être agent de la décadence, mais je ne veux pas lutter. Je veux être tout seul dans mon coin, pas agent de la décadence. Les autres, peut-être qu'ils ne seront pas agents, peut-être qu'ils le seront, mais de toute façon, je suis convaincu qu'ils vont être agents de la décadence. Voilà. Je suis convaincu qu'on est tous foutus. J'ai pas envie de me bouger le cul. Bon, enfin voilà quoi, c'est... là, je veux dire... c'est discours de bourgeois bobo quoi. Et oui, moi j'ai pas de problème chez moi, je m'en fiche, je suis tranquille, laissez-moi tranquille, je n'ai pas envie. Alors je comprends, hein, moi aussi j'aime être tranquille dans ma vie, parfois il y a des problèmes de la société qui me saoulent, hein, et je sais même pas pourquoi je m'y intéresse d'ailleurs à mon âge, puisque je pourrais faire d'autres trucs plus cool et avoir la tête à autre chose quoi. Mais juste... ça veut pas dire que je suis complètement inerte et que je suis là en mode non, la société n'existe pas, je ne vis que chez moi dans un îlot d'ermite et la société ça n'existe pas, elle est pas autour de moi. Bah si, elle est autour de toi. Et t'es pas obligé d'ailleurs de la changer pour qu'elle te corresponde à toi. Tu peux simplement, comme j'essaye de le faire sur ma chaîne, essayer de faire se poser des questions aux gens. C'est tout. Peu importe leur bord politique d'ailleurs. Simplement qu'on se pose des questions tous ensemble.
et qu'on s'interroge et peut-être qu'on trouve des solutions ensemble. Il y en a, franchement, il commence à y en avoir marre, ces divisions stupides entre alors moi je suis tel camp, toi t'es tel camp, je suis tel machin, t'es tel bidule. La preuve, vous arrivez à vous mettre d'accord alors que Onfray tu dis de gauche et Zemmour se dit de droite. Donc voilà. C'est que on peut discuter ensemble. Voilà, c'est déjà la base, je trouve. Et donc, essayons de discuter tous ensemble, et déjà, la décadence peut-être disparaîtra. Essayons peut-être avec nos moyens d'interroger les gens sur Internet, de les cultiver. Utilise Internet, Michel, quoi. Je veux dire, t'as qu'à faire une chaîne YouTube. Fais une chaîne YouTube. En plus, elle cartonnerait, donc je te le conseille. Hein. Merci beaucoup, Michel Onfray. Merci beaucoup, Éric Zemmour, fan ce face-à-face. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas à dire dans les commentaires qui a gagné ce débat entre Zemmourinho, le Special One, et qu'est-ce qu'on ferait sans toi. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, ou alors pour un prochain On refait le débat. C'était Droite Fragile, et je vous dis à la prochaine. Ciao.